de s'attaquer aux causes et aux conséquences du changement climat. Et c'est améliorable, c'est moi. C'est une initiative portée par des réseaux des arts bruxellois, parce qu'aussi l'art et le monde culturel jouent un rôle assez important. Voilà, je donne le mot à Pauline. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, on va parler de la politique climatique et environnementale de la ville de Bruxelles. Et pour ce faire, nous avons accueilli donc 6 intervenants, une dernière qui devrait arriver d'ici peu. Nous avons donc Fabien Mingan pour le défi, Neil Van den Bent pour le PVDA-PTD, Benoît Ellings pour Écologroen, Mathilde Vermeer pour le CDV Les Engagés, pardon, je ne parlais pas assez proche, Frédéric Lemens pour OpenVLDMR et Delphine Houbat pour PS Voreit qui nous rejoindra d'ici peu, nous l'espérons. Juste excusez-moi pour les règles, peut-être que tout le monde parle son propre langue, alors tout le monde est invité de spreken Nederlands ofwel Frans, wat u het beste ligt. Et c'est le même pour le public. Et donc aussi, on va essayer de garder ce débat, cette discussion sous les 2 heures. Donc on vous a donné des questions à préparer. On va vous demander d'essayer de garder le timing. Et Kim, ici, tout devant, va vous montrer quand il restera 1 minute ou 30 secondes pour vous indiquer. Avant de commencer, on voulait vous donner quelques éléments de contexte et de spécificité de cette fameuse commune de Bruxelles-Ville pour permettre de mieux comprendre les enjeux auxquels elle fait aujourd'hui face. Donc la ville de Bruxelles, elle couvre 20% du territoire de la région, c'est la plus grande commune, et elle abrite près de 195 000 habitants. Elle comporte 36 quartiers qui sont très différents, qui ont des réalités très différentes, que ce soit en termes de densité de population, qui est par exemple très élevée à l'ouest du Pentagone ou encore à Laken. Les réalités sont aussi très différentes par rapport à la situation socio-économique, par rapport à l'accès aux espaces verts, à la vétusté du bâti, ou encore à l'exposition à la pollution atmosphérique et sonore. Bonjour, bienvenue. Le revenu équivalent médian de la commune est plus faible que celui de la région. Le bâti ancien y est aussi surreprésenté, ainsi que le nombre de logements sociaux. Et malgré la présence de certains grands parcs, une grande partie de la population n'a pas d'espace vert encore à proximité de son logement. C'est aussi une ville qui est très dynamique, comme vous avez sûrement pu l'apercevoir, qui accueille un grand nombre d'institutions culturelles, d'événements sportifs et socioculturels, et qui accueille aussi un riche tissu associatif et militant. Les enjeux sociaux actuels de la ville de Bruxelles sont nombreux. Sa population ne cesse de croître. Une part des habitants vit dans des conditions financières et matérielles compliquées. Et certains chantiers urbanistiques importants ont eu un grand impact sur la qualité de vie et sur certains secteurs ces dernières années, tels que le chantier du métro 3 dont nous pourrons peut-être parler. Et à cela va s'ajouter les impacts du réchauffement climatique qui sont, comme vous le savez, de plus en plus concrets. On a une perte de la biodiversité, une grande partie du territoire est sujet aux îlots de chaleur urbains. Il y a aussi énormément de risques d'inondation, mais certains quartiers en sont déjà les victimes, comme à Laken par exemple. Et la multiplication d'espèces exotiques et de maladies affecte la faune et la flore. Mais dans quel domaine nos élus locaux sont-ils compétents? Parce qu'évidemment, certaines compétences liées à l'environnement sont régionales et fédérales, mais le levier local est aussi fondamental. Donc la commune, elle possède aussi des leviers en lien avec des missions dans le domaine de la circulation. Pour vous donner quelques exemples, la délivrance des permis d'urbanisme ou encore le logement. Elle a la main sur son patrimoine immobilier et sa régie foncière, dans laquelle elle peut aussi faire certains changements. La gestion de certaines voiries communales et du stationnement, de certains espaces verts, de la propreté. Elle peut aussi influencer sur la pratique et durabilité des lieux et événements culturels. Elle a un levier sur l'espace publicitaire, sur la mise à disposition de terrains pour les potagers collectifs par exemple. Et elle peut aussi influencer les choses via ses marchés publics, pour ne donner que certains exemples. Alors, oui. Waouh! Et la présentation. Je voulais bien aussi donner maintenant le mot juste à Larry pour expliquer un peu le jeu préparé pour vous ce soir. Oui, bonsoir. Donc, certains d'entre vous connaissent peut-être l'application Slido. Ça vous permet de poser vos questions en ligne avec votre téléphone et ensuite les autres personnes peuvent voter pour les questions qui les intéressent. C'est plus équitable de faire ça comme ça plutôt que de choisir au hasard les questions du public. Donc, je vous invite, si vous avez la possibilité d'utiliser votre téléphone, soit de scanner le code QR ou
été ici avec l'IRM. Une opposition pour cette manœuvre-là. Moi aussi. Je ne vais pas rentrer dans les explications. Mais voilà. Je représente un quartier. Je suis là pour pouvoir le défendre. Et vous m'empêchez de pouvoir le défendre de la meilleure manière. Non, je termine parce que j'explique. Et je ne suis pas un défenseur de la planète, je suis un défenseur de mon quartier. Et cette manière-là, et si ça ne vous convient pas, je peux quitter. On est ouvert, mais non, on est ouvert. Il n'y a pas une seule manière. Il n'y a pas une seule manière. C'est pas la dictature ici. Il n'y a pas une seule manière. Si tu as envie de poser la question, en fait. Oui, si vous ne voulez pas utiliser le système ou si vous n'avez pas accès ou quoi, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. C'est pour éviter qu'il y ait parfois des interventions un peu trop longues et tout d'un coup ça un peu l'idée. Qu'elles ne soient pas pertinentes. Oui, voilà. Mais je crois qu'on va commencer. Ainsi, les questions peuvent venir aussi. Voilà. Alors la première question qu'on voulait vous poser, c'est par rapport au bilan de la dernière mandature, donc 2018-2024. Quel bilan tirez-vous de la politique climatique et environnementale de la législature passée? Donc, pour rappel, la majorité était PS écolo défi. On va vous demander de répondre à tour de rôle et de rester sous les 2 minutes. Exercice pas facile, non, on compte sur vous. Peut-être commencer par la gauche, je propose. Oui. Je passe le... Benoît pourra en parler encore plus complètement moi, il était les chemins du climat, mais c'est vrai que la question climatique a été vraiment au cœur de notre grande majorité et de toutes nos politiques. Et donc on a des exemples et un bilan absolument dans toutes nos compétences. Et donc évidemment la partie la plus visible, c'est le plan climat et les 400 actions qui vont être portées par la majorité de manière transversale. Et certainement si on peut poursuivre le travail. Et donc là-dedans, vous retrouvez véritablement des actions, alors, évidemment sur les 2 principaux pôles, on sait, c'est la rénovation du bâti et la lutte contre les émissions et les pertes de chaleur du bâti. Il y a les questions de mobilité, sur lesquelles je crois que cette majorité a été audacieuse, on ne peut pas dire le contraire. Et puis après ça, je le dis, dans toutes nos compétences, on a agi. Moi, j'étais à l'échevin des affaires économiques, donc on a travaillé sur transformer nos marchés publics en lançant le premier marché zéro déchet à Sainte-Catherine et en essayant dans tous nos marchés de travailler à la diversité des produits, à la réduction de l'usage des plastiques et de permettre de travailler, de sensibiliser tout le monde à ces questions-là. On a travaillé sur la labellisation Good Food de nos Horeca. On sait qu'on a un énorme pôle Horeca à la ville de Bruxelles. On a vraiment essayé de pousser nos Horeca à rentrer dans cette logique de circularité, de réduction de déchets et d'amélioration de la qualité de la chaîne alimentaire. On a anticipé les réglementations régionales sur la fin des chaufferettes en travaillant à des solutions de remplacement pour les acteurs d'Horeca avec les Wolekes, ce qu'on a fait avec Benoît. On a travaillé aussi à l'économie circulaire, avec la ZIN. On a doublé le nombre d'acteurs qui aujourd'hui sur le territoire de la ville utilisent la ZIN et on les a aidés, notamment à la digitaliser. On a travaillé aussi sur la valorisation des déchets. Vous savez qu'on a sans doute le plus grand quartier commerçant de seconde main, d'upcycling, qui est le jeu de balle, mais on a aussi travaillé à essayer de faire en sorte que ce marché, qui est pourtant déjà un marché de seconde main, réduise ses déchets. Donc on a réduit près de 30% de déchets générés. Voilà quelques exemples de tout ce qu'on a pu mener, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir continuer, notamment le plan climat qui a été voté en cours de mandature et qui va maintenant pouvoir donner ses pleins effets. Bonsoir, je vais essayer de parler en français parce que la majorité parle français, je crois. Oui. Donc voilà, pour le bilan, en 2019, on était déjà un peu surpris parce qu'effectivement, il y avait déjà le nouveau projet de NEO. Donc NEO, ça veut dire un centre commercial gigantesque avec aussi des endroits où on peut faire des entretiens, on avait aussi effectivement des logements, mais on avait fait une estimation, donc 20 000 voitures par jour allaient arriver. Donc c'est une grande pollution pour cette zone-là. Donc on croit qu'avec Groen et PS, ça allait un peu être mieux, mais donc non, ils ont gardé ce projet-là. Deuxièmement, Groen étant aussi au écolo avec le ministre Gilles Quinet, qui était quand même ministre fédéral pour la mobilité, donc, et pour les trains. Donc on a vu que les prix ont
fait qu'augmenter, il y a moins de gares et l'offre a baissé fortement. La STIP aussi a augmenté son prix. C'était ici en septembre. Avant les élections de juin, ils n'ont pas osé, mais voilà, la STIP a augmenté ses prix et ce n'est pas un signal pour la mobilité, justement pour le climat. Je crois qu'il y a une solution aussi pour la mobilité et pour ne pas avoir trop de pollution en ville, c'est d'augmenter le transport en commun. Et troisièmement, ce qui m'a sûrement surpris avec Écolo Groen aussi à Bruxelles, c'est qu'il y a 12 400 arbres qui ont disparu les 5 dernières années sur la ville de Bruxelles, avec lac y compris, donc on ne compte pas le forêt de soigne dedans. Et donc je trouve ça très émouvant aussi, parce que c'est nos poumons aussi dans la ville, et donc c'est un grand abattage pour une ville qui est déjà très dense. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis les chemins du climat et on est passé de 40 actions du plan climat lors de la législature précédente à 400 actions concrètes. Et par exemple, nous avons inauguré une ligne de tram vers Neder-Rotterdam, pas plus tard que samedi. On a durabilisé l'entièreté des cuisines collectives, les cuisines bruxelloises qui produisent 5 500 000 repas, qui font de plus en plus good food et de plus en plus durables. Les grands événements comme Plaisir d'hiver utilisent de la vaisselle réutilisable. C'est pas étonnant, donc on a voulu travailler prioritairement sur des très grands événements parce qu'on sait que la ville de Bruxelles accueille ce type d'événements et que ça va un vecteur d'accélération de la transition. Par exemple, nous sommes passés à l'interdiction des bouteilles en plastique pour les 20 km de Bruxelles. 300 000 gobelets réutilisables sont utilisés. C'est aussi quelque chose de massif comme changement. Nous avons diminué le nombre de véhicules dans le parc automobile. Nous avons diminué de 27% la consommation de carburant par les véhicules de la ville. Nous avons diminué de 20% la consommation énergétique dans les bâtiments publics, écoles, bibliothèques, piscines, etc. Tout ça par une politique à la fois de sobriété, évidemment, c'est ce qui a eu l'impact le plus massif, mais aussi une politique d'innovation, par exemple avec l'installation de 3 fois plus de panneaux solaires, d'énergie renouvelable sur les toits publics, qui sont un vecteur de changement. On a commencé à installer un réseau de chaleur à Neder-Rotterdam, ce qui va avoir un changement fondamental pour les logements sociaux, les piscines, les bâtiments publics. Et nous avons mis en œuvre évidemment Good Move dans le Pentagone, ça vous l'avez bien vu. Et par exemple, nous avons augmenté la taille des parcs, par exemple, le parc emblématique du centre-ville, là où il manque des espaces verts, pour rafraîchir, justement pour lutter contre les îlots de fraîcheur, le parc Marguerite Duras, qui va être inauguré dans une semaine. Voilà. Et Néo n'a pas vu le jour. Voilà. Mais donc, il n'a pas vu le jour. C'est une belle réussite de ne pas avoir installé Néo. Merci. Je pense ce que vous dites, que le plan climat a augmenté de 40 à 400 points. Pour moi, c'est un peu effectivement le bilan. C'est que er is een groot plan gemaakt met heel veel mooie ideeën, heel veel goede ideeën, en dat wil ik wel meegeven. Maar ik denk dat er concrete actie mankeerde, dat er mankeerde van de opvolging en van de effectief van oké, hoe kunnen we bepaalde zaken, misschien moeten we niet, wat een brede kritiek is misschien, in het algemeen veel dingen beloven en veel dingen benoemen, zonder er effectief bepaalde acties achter te nemen. Ik denk bijvoorbeeld Good Move, dat een heel mooi plan is, waar wij ook van overtuigd zijn dat de juiste richting is. Dat heeft meer divisie gecreëerd dan uniteit. En als je zo'n plan in een stad als Brussel, die dat heel divers is, wilt implementeren, moet je gaan spreken meer met de commerçanten, met de bewoners. Moet je kijken van oké, hoe moet het eigenlijk effectief uitgewerkt worden? Waar zitten de knelpunten en waar zitten de opportuniteiten? Ik denk dat Brussel helemaal nog niet groen is. Tegenover een paar jaar geleden denk ik dat er veel achteruit is gegaan en dat er veel kansen zijn verkeken. Ik denk de focus die je legt op de grote evenementen zoals Winterpret of zoals elke week op de Broekaire. Pour moi, c'est plutôt un pas en arrière en termes de débat pour le climat. Une ville qui essaye de voir, qui essaye d'être la ville du futur. Dans ce cas-là, moi je pense que là il y a eu des manques complets. Et pour moi, il n'y a qu'une conclusion après 6 ans maintenant, c'est que Bruxelles est très sale.
En ik denk dat daar de conclusie bijvoorbeeld is dat er 4 ondergrondse containers zijn gezet, maar je pense que c'est le chiffre. Ik denk ook daar dat we ambitieuzer mogen zijn, dat we ambitieuzer moeten zijn. En dat het daarom tijd is om een beetje meer concreet te werken. Merci. Ik zal misschien in het Nederlands praten, of est-ce qu'il y en a des néerlandophones? Ou pas? Là, oké. Parfait. Oké, ik vind eigenlijk, to be honest, dat er wel degelijk stappen vooruit zijn gezet. Dat is samen met het regionale niveau natuurlijk, maar je voelt wel dat deze laatste legislatuur op vlak van de transitie naar een klimaatneutrale stad er wel degelijk stappen vooruit zijn gezet en we moeten dat ook durven zeggen, dat is ook zo. Wat mij wel wat ambetteert op dit moment is dat voor Brussel-stad het vooral gaat over inaugureren en te weinig onderhoud. Heel veel dingen zijn geïnaugureerd, hebben het daglicht gezien, al blijft het vaak exemplarisch en blijft het in een fase test zitten, vind ik. Maar het onderhoud blijft vandaag een groot probleem. Dat zie je in onze parken en dat zie je op onze publieke pleinen. Dus daar kunnen we zeker heel aan verbeteren. Ik vind het plan op zich ambitieus. Daar zitten beloftes in die niet altijd even makkelijk waar te maken zijn. Dat is ook zo. Daar moet er iets concreter in zijn om daar, denk ik, in de volgende legislatuur acties te kunnen aankoppelen die realiseerbaar zijn. Nee, maar dit is de Klimaatraad, daar heb ik nog niet veel van gehoord. Er zijn bomen gekapt en heel weinig bomen bijgekomen. Dat is ook absoluut zo. Ik vind ook dat de ondernemers eigenlijk een heel kleine rol hebben gespeeld binnen de transitie naar een klimaatneutrale stad, of toch meegenomen zijn in dat duurzaamheidsfactor van onze bedrijven. Die wolken zijn één ding, maar bon, dat blijft toch ook maar een beetje exemplarisch, zoals ik al zei. En dan wat voor mij vooral het meeste frappeert, het meeste ambetteert, is dat zowel op vlak van regionaal als op vlak van stad Brussel, dat jullie elkaar tegenwerken. Regionaal vertelt, zeker in Groen, dat we een betonstop gaan invoeren. We gaan natuurgebieden beschermen, er komt niks meer bebouwing bij. En wat zie je dan in stad Brussel? Dat is dat we op Donderberg een school gaan bouwen. Aan de Zierkatje gaan we dan ook nog extra bebouwing zetten op waardevol natuurgebied. Ja, en dat is een logica die niet klopt. Dat is een beetje mijn conclusie. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voulais vous remercier pour l'organisation de ce débat parce que c'est important de créer aussi un espace citoyen et d'échange constructif autour de ces questions majeures. Donc merci pour ça. Moi, je me joins évidemment au bilan positif qui a été dressé par rapport au plan climat à la ville. Et je vais peut-être donner quelques précisions par rapport à mes compétences, donc qui sont la culture, le tourisme et les grands événements. Par rapport aux grands événements, on a cité Plaisir d'hiver évidemment. Et là, j'aimerais quand même reciter quand même toute une série d'initiatives qui ont été mises en place. On a cité le lancement de la vaisselle réemployable. La ville est une ville pionnière en matière de gobelets réutilisables. Et à mon initiative, en fait, toute une série d'activités ont été mises en place. Que ce soit des toilettes sèches, il n'y en avait pas avant. Du tri sélectif, il n'y en avait pas avant, hein, ça c'est en collaboration. On est passé à des luminaires LED pour diminuer la consommation pendant toute la durée de l'événement. Je voudrais dire aussi qu'on organise à côté de ça des événements à petite échelle dans les quartiers, justement pour permettre d'amener les événements là où les gens se trouvent pour diminuer les déplacements. Et Vauxhall Summer, qui est un événement qui était un peu plus petit dans le Parc Royal, a évidemment suivi les mêmes critères. On a d'ailleurs travaillé avec, au niveau Horeca, on l'a mis dans les clauses de notre marché public, que ce soit de la nourriture locale, bio, de saison. Donc on essaye vraiment de décliner ça dans tous nos événements. Mais je prends cet exemple-là parce que c'est le plus emblématique. Au niveau de la culture, c'est quand même, en tant qu'échine, je suis responsable de plusieurs musées, centres culturels, théâtres, qui sont donc autant de bâtiments qu'on a aussi équipés en LED pour diminuer la consommation. Et on a effectué des travaux importants et des dépenses importantes pour éviter les passoires énergétiques, par exemple. Au Théâtre de Poche, ou les Archives aussi, qui est un bâtiment magnifique d'ailleurs, mais qui a été isolé et qu'on continue à rénover. Et la culture contribue aussi à sensibiliser le public. On a soutenu notamment une pièce au Théâtre National sur le climat, et justement pour sensibiliser à ces événements. Du temps après, le programme exact. Ouais, c'est le bilan. Donc c'était ça, voilà.
Et est-ce qu'il y a un endroit où on voit le temps? Parce qu'en fait, c'est très perturbant. On parle, mais en fait, on ne sait pas. En fait, on a annoncé avant. En fait, ah, pardon. En fait, il reste 1 minute. Ah, pardon, j'avais pas vu. Mais il y aura du temps après. Hein. Merci beaucoup pour ce résumé du bilan de la dernière mandature. Notre deuxième question, c'est si vous pouviez nous présenter les points clés de votre programme écologique. On vous donne 1 minute en plus, donc 3 minutes. Et je propose de recommencer avec Delphine, si ça te va. Et donc, le programme, en fait, il vise évidemment à consolider ce qu'on a mis en place. Au niveau des événements, on a adopté à mon initiative un plan d'action développement durable avec plus d'1 centaine de mesures qui justement questionnent toutes nos pratiques. Et oui, j'ai oublié de le dire en intro, mais en tant que Parti Socialiste et Voreut, évidemment, on s'inscrit dans la dynamique du développement durable. Le climat est une thématique transversale à tout ça, mais le développement durable, les piliers social, environnemental et économique. Nous, notre vision du monde, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer les trois. Faire de l'environnemental sans social, de la justice climatique sans justice sociale, pour nous, ça ne marche pas. Et donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là que s'inscrit notre politique climatique, qui est donc transversale à ces questions. Et donc ça se développe à travers différents axes. Le premier, c'est tout ce qui est climat et développement durable, comme j'ai dit, les évaluations, tout ce qu'on a mis en œuvre, continuer à le mettre en place et l'évaluer, bien sûr. Le deuxième point, c'est les espaces verts, donc tout ce qui est verdurisation de la ville avec de nouveaux parcs, de la végétalisation, des bâtiments publics en particulier. Continuer à soutenir aussi des projets innovants en matière d'agriculture urbaine. Le troisième axe, c'est tout ce qui concerne l'eau et les inondations, donc tout ce qui permet la perméabilisation des sols, le stockage des eaux de pluie, lutter aussi contre les inondations dans les zones sensibles. D'ailleurs, il y a une excellente exposition au musée des égouts. La culture continue à sensibiliser sur la question. Allez la voir, d'ailleurs, elle est super. L'amélioration de la qualité de l'air et la lutte contre la pollution avec la mise en place de capteurs aussi pour pouvoir mesurer les effets et pouvoir l'étayer de manière scientifique. Continuer à aller vers une ville neutre sur le plan carbone avec la rénovation énergétique et développer aussi davantage le soutien aux sources renouvelables en matière d'énergie, donc le photovoltaïque, l'éolien, etc. Et tout ce qui est promotion de l'économie circulaire aussi, avec un objectif zéro déchet, avec des activités de compostage aussi. Voilà. Ah, pour le VODMR+, je continuerai en Nederland de nouveau. Sorry, ik ga het in Nederlands doen, daarmee wordt er toch een beetje geswitcht. We zijn al sinds eco-optimisten en dat wil zeggen dat we absoluut geloven dat deze stad in 2040 klimaatneutraal kan zijn en zal zijn. Hoe gaan we dat doen? Dat kunnen we, ja, het is waar. En hoe dat we gaan doen, dat ga ik even uitleggen voor de stad Brussel. Kijk, ik vind het eerst en vooral dat het belangrijk is dat iedereen meegaat. Je kunt niet zomaar versnellen door mensen op het perron te laten staan. Het is eerst belangrijk dat je goed uitkijkt, dat je goed je tentakels uitgooit, dat je mensen mee op hun trein kunt krijgen om die duurzaamheid in de 2050 te kunnen realiseren en om eigenlijk al tegen 2030 de 47% uitstoot naar beneden te kunnen halen. Daarvoor moeten we enorm inzetten op 2 dingen, dat weten we hier allemaal, dat is transport en huisvesting. Dat zijn ook de grootste percentages in Brussel, zeker voor stad Brussel, die de uitstoot vandaag bepalen. Transport, dat zijn inderdaad ook transitie naar elektrische logistiek. Elektrische transport, metro hoort daar zeker ook bij, de tram, bus, daar zijn we volbak mee bezig. En dan op het andere niveau gaat het natuurlijk om gebouwen, isoleren, renoveren. En daar is er effectief wel een heel slecht momentum geweest met het einde van Renolution, waarbij er blijkbaar geen subsidies of meer beschikbaar waren. Zo'n dingen, dat treft elke Brusselaar die zich wil investeren om deze stad mee duurzaam te maken, om mee te investeren in uw patrimonium, en dat kunnen we niet toelaten. Voor de rest zetten we ons enorm in voor het bijplanten van bomen. We plannen 20.000 extra bomen, waarvan een groot deel zal worden geplant in Neder-Overeenbeek, waarvoor dat we een groot project hebben aangekondigd voor het beschermen en revaloriseren van het natuur in Haren, Neder-Overeenbeek en Laken in het algemeen. Wij willen absoluut ook inzetten op stadsontwikkeling, duurzame nieuwe stadsontwikkeling, waarbij we plannen om de eerste energiepositieve wijk te realiseren. Dat is dus een wijk die meer energie oplevert dan dat ze verbruikt. Een absoluut belangrijk punt. En dan nog een ander punt is de biodiversiteit die we willen gaan
verder uitbouwen door de groene en blauwe netwerken doorheen de stad verder uit te breiden, want het is essentieel. Als je geen grote parken in je centrum kunt aanleggen omdat je dense bebouwing hebt, dan moet je het via die netwerken doen en via groene en blauwe assen. Zo op die manier kun je wel effectief een barrière opwerpen tegen hittestress, tegen de gevolgen van de klimaatverandering. En op die manier willen we absoluut ervoor zorgen dat Brussel uiteindelijk wel een stad is die de algemene levenskwaliteit verhoogt, die het leven in de stad verbetert, die de impact van de klimaatverandering opvangt en die er ook voor zorgt dat we die klimaatverandering ook wel onder controle gaan houden. Merci. Pour nous, ce qui est important de changer à Bruxelles, c'est vraiment à très grande échelle. La ville de Bruxelles est devenue sale, je l'ai déjà dit. On se sent souvent en insécurité, etc., etc. Donc il y a vraiment un changement de mentalité, paradigme qui doit changer à Bruxelles. Et ça, pour nous, au niveau de la commune, si on veut vraiment à Bruxelles avoir 19 communes dans la région, il faut que la commune soit là pour être proche des citoyens. Il faut qu'elle est là pour écouter, elle est là pour construire ensemble. Donc, premièrement, je trouve qu'à Bruxelles, on a aussi perdu un peu un sens de fierté. Et donc, il faut responsabiliser les citoyens. Il faut qu'on peut de nouveau sortir en Flandre ou en Wallonie ou en Europe partout, dire oui, moi je suis de Bruxelles et c'est une ville où je me sens à la maison. Et à la maison, on ne jette pas des déchets par terre, on prend soin de nos voisins, etc. Donc, une sens de responsabilisation, c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut aussi qu'au niveau du gouvernement, qu'on soit beaucoup plus ambitieux et qu'on soit plus concret. Donc, par exemple, pour les déchets, moi je dis vraiment, il n'y a plus aucune ville, moi je ne peux pas penser à une ville capitale en Europe où les poubelles sont encore mises dehors dans des sacs plastiques 2 fois par semaine. Et les rues sont sales la veille, les rues sont sales le lendemain matin. C'est vraiment, c'est des voitures qui, selon moi, ne sont pas encore électriques et même pas encore en Euro 4 ou 5, je ne sais pas. Donc ça, je pense, c'est quelque chose où on peut oser de réfléchir plus loin. Donc nous, on a mis dans un de nos 15 points phares, c'est de développer un système souterrain qui ne focus pas sur les conteneurs, mais pour les tubes sous-sol qui amènent les déchets dans des points dans certains quartiers dans la ville où là on peut effectivement les collectionner plus effectivement, plus efficace. Je sais que c'est ambitieux, mais moi je suis jeune et moi je fais la politique pour voir où est-ce que je veux quelle ville je veux vivre dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc si on avait commencé ce système il y a 10 ans, il y a 15 ans, on aurait pu être déjà plus loin, beaucoup plus loin que encore des poubelles plastiques par terre. Et puis pour la mobilité, pour nous c'est important, un projet qu'on a en tête, c'est que les trottinettes par exemple, il faut que ça soit peut-être interdit d'utiliser des abonnements qui roulent sur le temps, parce que c'est hyper dangereux, et plus sur la distance. Ça c'est une des sujets. Et sinon, dernièrement, effectivement, comme Frédéric l'a dit, très important, c'est les bâtiments. Il y a énormément d'espaces abandonnés à Bruxelles. Il faut qu'on focalise en priorité là-dessus pour les reconvertir pour des espaces de logement, parce que là aussi, il y a un énorme manque. Voilà, merci. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans le bilan que la première décision que cette majorité progressiste a prise, c'était un investissement de 37 millions dans la recapitalisation des sociétés de logements sociaux pour isoler les logements sociaux, parce qu'on pensait qu'il fallait d'abord et avant tout travailler à l'isolation des logements des personnes qui en ont le plus besoin, pour qui la facture d'énergie a un impact important sur leur budget. Et c'était une façon aussi pour la ville d'être exemplaire. La ville doit être exemplaire. Ça veut dire qu'en matière d'énergie, par exemple, nous proposons, on a déjà triplé, je l'ai dit, la production d'énergie renouvelable sur les toits de la ville. Il faut la doubler encore une fois dans les 6 ans à venir. On veut créer un réseau de chaleur ambitieux. Ça veut dire que la chaleur produite par l'incinérateur, qui est une chaleur fatale, peut être distribué dans les logements sociaux du logement bruxellois Avenue de Versailles, mais aussi à Piscine et dans les nouveaux logements et les bâtiments publics, dont une école à l'Azir 4 à Niederoverenbeek, ça s'appelle le Youper dans la zone. C'est très important parce que c'est un changement de paradigme. C'est un réseau de chaleur public qui permet d'avoir un prix constant sur 40 ans
pour des bénéficiaires qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc c'est une façon de pouvoir garantir l'accès au bien-être, au confort, d'une façon durable et partagée, où les pouvoirs publics sont au cœur du dispositif. C'est vraiment quelque chose qu'on a inventé et qu'on doit mettre en œuvre dans les 6 ans qui viennent. Par rapport à l'eau, on veut l'eau du robinet gratuite dans tous les bars et les Eureka, ça va faire beaucoup jaser, mais c'est indispensable. Nous sommes la seule capitale qui ne propose pas ça. On veut évidemment lutter contre les inondations. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le plan climat a aussi, au-delà de l'atténuation, de la diminution des émissions de CO2, nous avons aussi un gros chapitre adaptation. Et évidemment, dans le quartier nord et à Laeken, nous avons un problème d'inondation. C'est pour ça que nous avons, plutôt que de promettre un bassin d'orage qui n'arrivera jamais au Square Prince-Léopold à Laeken, nous avons préféré travailler sur la récolte des eaux de pluie, à commencer par les grands bâtiments publics comme le stade. C'est mis en œuvre. Il y a des noues, il y a bientôt des citernes, l'hôpital Brockman, le Trademark, Brussels Expo, toute une série d'espaces imperméabilisés qui vont permettre de capter l'eau en amont pour ne pas qu'elle se dévale dans les caves des habitants en aval. C'est extrêmement concret, c'est bien meilleur marché, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Parce que c'est ça qui est important. Au niveau communal, on peut mettre en œuvre des actions concrètes, immédiates, bon marché, rapides et démonstratives. Ça veut dire que c'est possible. En fait, ce n'est pas une fatalité, le changement climatique, on peut agir concrètement et les communes, dont la ville de Bruxelles, qui est la capitale du pays, peut être exemplaire à ce sujet. Et par rapport au tri dans l'espace public, on propose évidemment, c'est un élément très important, de travailler avec les commerçants, comme par exemple nous l'avons fait avec Stalingrad Lemonnier, M. Layachi est là, nous avons travaillé à des projets pilotes, qui sont beaucoup de moins en moins pilotes et de plus en plus extrêmement concrets, de ramassage des déchets auprès des commerçants en tenant compte de l'identité de chaque quartier. Je pense qu'il faut développer le même projet pilote que nous avons développé dans le quartier Stalingrad-le-Monnier à Marie-Christine, qui a des besoins spécifiques, mais on peut diminuer la crasse dans la ville en travaillant avec les commerçants. Ok, on a déjà entendu beaucoup de choses. Moi, je vais concentrer sur 3 points. C'est l'isolement. Donc, on a effectivement les logements sociaux qui doivent être renouvelés et isolés urgemment. Mais donc, oui, ça va très lentement. Et donc, je crois que aussi pour les gens qui veulent renouveler leur maison, c'est trop cher. Hein? Il y a les primes qui sont déjà supprimées. Mais on pense que même pour les gens, c'est très difficile pour savoir où est-ce que je peux avoir les primes, qu'on doit presque avoir un master en chercheur de primes. Et voilà, à la fin du compte, il n'y a plus d'argent. Donc nous, on est pour le système de tiers payant. Ça veut dire qu'on va créer une banque publique où en fait on va investir pour les rénovations par quartier, c'est moins de gaspillage, en collectif, que pas tout le monde doit chercher sa prime, et donc de le faire en collectif quartier, rue par rue. Et en fait, à la fin, la facture de l'énergie va être moins, mais donc on continue à payer la même chose, et comme ça, on rembourse la banque publique. Donc c'est le système de tiers payant qui est déjà connu en Allemagne et à Vienne. Donc, et là, ça marche très bien. Deuxièmement, c'est aussi, les transports en commun, c'est notre dada. Donc nous, on trouve que ça doit être une solution collective, que pas tout le monde doit chercher aussi son chemin, mais donc on doit créer une alternative pour se mobiliser ou de laisser la voiture à la maison, et que le transport en commun doit être le choix le premier et le plus attractif. Et pour ça, il faut investir. Et donc, ça manque. Et aussi, tous les solutions qu'on a aussi essayé de mettre sur la table pour les gens, par exemple, qui ont besoin de leur voiture tôt le matin pour arriver au travail, de créer des métros plus tôt. Chaque fois, c'est voter non contre tous les partis. Donc, on veut investir plus là-dedans. Troisième chose, j'ai aussi entendu, donc aussi pour regagner la chaleur des industries, très bien, mais ça va être dans les mains de qui, hein? Donc, je veux aussi un peu public, j'entends bien, public. Et donc, ça, je crois qu'on doit être plus inventif et garder l'énergie dans les mains publiques, mais tout. Donc, Engie, c'est fini, hein?
dans le sens qu'ils prennent beaucoup trop de pouvoir et donc c'est des choses qu'on doit garder en main publique pour organiser justement toute l'électricité et toute l'énergie renouvelable pour produire après une ville, oui, 100%, allez, carbone vrai, je ne sais pas comment on dit ça en français. Neutre carbone, merci. Voilà. Merci. Ik denk dat als het een gemeenschappelijk debat, alle u verstellen in de eerste keer en de tweede keer, dat is federaal of regionaal leven, zo, ik zal niet PTB stemmen, PVDA stemmen, voor de gemeentelijkheid, voor de stapstemmen, geen voorstellen. Mais zo, mais c'est vrai que, voilà, on l'a dit, le plan, il est connu en réalité, le programme. On a le plan climat, on l'a fait, on n'a pas attendu d'avoir le plan pour agir, on vous a cité quand même tout ce que cette majorité a déjà fait, de concret. Mais les actions sont là. Moi, je crois que si on fait des plans, c'est pour les appliquer. Sinon, on refait des plans à chaque mandature. Donc, je crois qu'il y a un plan ambitieux qui est sur la table. Et la priorité va être mise, et c'est la priorité que souhaite Défi, sur effectivement le logement d'abord, parce qu'on sait que c'est là, dans la rénovation du bâti public-privé, qu'on va pouvoir avoir les meilleurs gains et les gains les plus rapides en termes de gaz à effet de serre. Évidemment, la mobilité. Un des focus que j'aimerais mettre dans la mobilité, c'est une des actions du plan, il y en a plusieurs d'ailleurs sur cette thématique-là dans le plan climat, mais ça va être la logistique urbaine. C'est vrai, sous cette mandature-ci, on a beaucoup travaillé à trouver des modèles de logistique urbaine, parce que ce que je n'aimerais pas, c'est que les gains qu'on a aujourd'hui sur la réduction de la pression automobile, les gains en multimodalité, en personnes qui font moins de trajets en voiture individuelle carbonée, on les perde par la multiplication aujourd'hui tant de l'e-commerce. Alors c'est compliqué pour une commune de combattre l'e-commerce, on a essayé, on a promu nos artisans locaux, on a fait des anti-Black Friday, on a vraiment essayé de lutter contre ces surconsommations, mais qu'on le veuille ou non, on a de plus en plus de camionnettes logistiques aujourd'hui dans la ville, et je crois qu'on peut vraiment essayer d'être ambitieux. Donc moi, ma volonté, c'était dans notre accord de majorité, j'espère vraiment que la prochaine mandature, on pourra le réaliser, c'est la mise en place d'un centre de logistique urbaine en entrée de ville qui permet quand même d'éviter que les plus gros camions, plus gros tonnage ne rentrent dans la région, voire dans le territoire de la ville, et puis des petits centres de logistique urbaine dans les quartiers pour avoir une meilleure gestion des stocks notamment, et permettre des livraisons multimodales, et travailler avec le privé. Moi, désolé, le partenaire privé n'est pas un gros mot. Quand je vois une firme comme Ziegler aujourd'hui, qui a déjà développé un vélo cargo surcapacitaire qui tourne ici dans le centre-ville, logé dans un parking public rue du Lombard, et oui, je me dis qu'on a là des solutions claires, nettes, précises qui peuvent être demain. Ils ont déjà aujourd'hui des véhicules autonomes, entièrement électriques, qui pourraient aussi faire les livraisons en dehors des heures de congestion automobile et de manière silencieuse. Et donc voilà, ça c'est vraiment des projets concrets sur lesquels on aimerait pouvoir avancer de manière prioritaire sous la prochaine mandature. La deuxième, c'est vrai, ça va être sur les questions d'alimentation durable, parce qu'on sait aussi l'impact de l'alimentation, et donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu d'amener avec nous le monde de l'ORECA, on a déjà essayé de le faire, mais vers une meilleure réflexion dans les produits qu'ils utilisent, la saisonnalité des produits, le circuit court, et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes dans le secteur ORECA et de consommateurs sont sensibles à ça, mais on a quand même encore une grosse partie de notre secteur qu'on doit aller chercher et emmener avec nous dans cette transition. Donc voilà, si je devais, outre la question du bâti, identifier 2 priorités parmi toutes celles que nous avons identifiées dans le plan climat et sur lesquelles, sous la prochaine mandature, je veux vraiment pouvoir avancer. Je vois peut-être un peu le temps, mais on a, pour les prochaines questions, on a 2 minutes par personne. Si vous avez déjà dit quelque chose, vous pouvez aussi réagir pour l'un et l'autre, hein, parce qu'il y a aussi des thèmes qui sont déjà passés. Mais je donne le mot à vous, et je voulais bien aussi peut-être demander de aussi un peu entrer dans la question de comment, parce que vous dites tout ce que vous voulez faire, mais le comment c'est le plus important, je crois. Comment financer? Alors, la rénovation énergétique du bâti public, on ne va pas se mentir, c'est une question de volonté d'investissement des pouvoirs publics et leur capacité d'emprunt. On a des partis ici qui nous reprochent parfois d'avoir augmenté le montant, le volume d'emprunt de la ville de Bruxelles, malgré que notre taux de dette soit stable à 10% de notre budget. Et donc c'est vrai, Benoît l'a dit, la première décision qu'on a prise, c'est 40 millions, quasiment 37, mais 40 millions d'investissements justement dans les logements sociaux. Après, vous y êtes confronté avec beaucoup d'acteurs, les procédures sont lourdes, les permis sont durs à avoir. Quand on est dans les logements sociaux, il y a des questions de relocation qui sont compliquées. On connaît la situation et la tension sur le logement, mais donc c'est une vraie volonté politique d'investir. Et honnêtement, cette majorité n'a pas arrêté. Alors les projets concrets, on en a encore beaucoup. Benoît l'a dit, notamment pour le photovoltaïque. On a aujourd'hui un projet qu'on aimerait réaliser sur la prochaine mandature, c'est les panneaux photovoltaïques sur le toit du centre d'entreprise d'Ansart. C'est aussi un des plus grands champs
photovoltaïque aujourd'hui est de Bruxelles. Et donc voilà, il y a sur comment répondre à votre question, on l'a fait, on a mis les budgets. Alors il faudra peut-être recaler un peu parce qu'on sait que le bâtiment est en crise et voit une inflation importante, mais aujourd'hui c'est avoir les permis et travailler au quotidien, donc il n'y a pas de grande annonce à faire, les budgets sont là, il faut pouvoir accélérer effectivement cela. Sans doute peut-être, c'est vrai que ça ne dépend pas de la ville, mais essayer de faciliter les permis pour ce genre de process, parce que c'est très lourd, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on pourra réussir notre rénovation de notre bâti, mais aujourd'hui je crois qu'on a spoté quasiment l'ensemble de notre potentiel, c'est maintenant mettre les millions nécessaires pour faire des projets, parce que c'est vrai que ça coûte. Alors, pour les rénovations, j'ai déjà dit qu'est-ce qu'on propose comme plan. Donc, c'est quartier par quartier avec une banque publique, éventuellement aussi avec une entreprise publique de la région Bruxelles. Ça dépasse la capitale ville, mais je crois qu'on doit penser un peu plus large si on veut, si on a des défis si grands pour rénover tous les bâtiments. Et donc, une entreprise publique, ça veut dire qu'on peut investir et qu'on peut mettre des Bruxellois au travail pour rénover les maisons. Alors, oui, il y a les primes que le ministre Alain Marron avait mis en place. Mais donc, on a fait une étude là-dessus et donc on a vu que quand même les primes vont chez les familles aisées. Donc, il y a plus de primes qui sont utilisées à Uccle qu'à Molenbeek. Donc, il y a quand même une injustice sociale là-dedans. Et donc ça, on veut terminer avec notre plan justement public. D'autre part, ça va très lentement aussi avec le système des primes. Donc on isole 1% de logements par an et donc pour nous, ça ne va pas assez vite et on croit qu'on doit vraiment collectiviser ce défi et de le faire publiquement avec une banque publique. Mais je ne vais pas me répéter. Je vais finir ici. Ok, une banque publique, ça existe déjà, ça s'appelle Belfius. Malheureusement, la garantie qu'une banque, le fait qu'une banque soit publique ne garantit pas qu'elle rend service au public. On le mesure tous les jours. Aujourd'hui, Belfius est une banque entièrement aux mains des pouvoirs publics, de l'État fédéral, et ne rend pas service au public. Donc si on la privatise, ce sera encore pire, mais ce n'est pas parce qu'une entreprise est publique que forcément elle rend service à la collectivité. Moi, je l'ai mesuré avec les cuisines bruxelloises, qui fabriquaient 4 500 000 repas, maintenant 5 500 000 repas. C'est pas parce que l'entreprise était publique que pour autant elle faisait du développement durable. C'est parce que nous avons imprimé une politique de développement durable et elle a complètement engagé que cette entreprise tout à coup a rendu service à la société. Donc c'est nécessaire que l'entreprise soit publique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi imprimer des politiques nouvelles, climatiques, sociales, dans les entreprises publiques. Et moi, je suis partisan du maintien de Belfius comme la Banque des communes, mais ce n'est pas suffisant d'être public pour pouvoir rendre service à la société. Il faut aussi qu'il y ait des décideurs, des décideuses qui font en sorte d'orienter ces moyens financiers vers des projets innovants, comme par exemple les réseaux de chaleur, l'isolation par quartier, comme vous le dites, ou la production d'énergie renouvelable à destination des publics qui ont le moins de moyens. Et pour ça, les communautés d'énergie, à l'échelle d'un quartier, comme par exemple le quartier Nord ou Laken, à savoir le partage de l'énergie à un prix bon marché entre les personnes qui produisent, qui sont parfois des entreprises, et des personnes qui le consomment, qui sont des personnes, des individuels qui ont parfois moins de moyens, est un moyen de pouvoir rendre accessible l'énergie au plus grand nombre, tout en créant de la solidarité entre les divers acteurs d'un quartier. Et puis moi je voudrais vous dire que nous sommes parvenus à la sobriété énergétique dans les bâtiments de la ville de Bruxelles sans qu'aucun agent ne se soit rendu compte. Aujourd'hui on chauffe les bureaux à 19 degrés maximum en hiver et on refroidit maximum 27 degrés en été. Personne n'a rien vu et nous avons diminué de 20% la consommation d'énergie sans que personne n'ait été impacté dans son confort. Donc c'est possible. Yes, merci. Je trouvais ça une question très chouette parce que j'ai travaillé particulièrement là-dessus les 4 dernières années au cabinet du ministre des Finances. On a justement développé un système avec la SFPI, c'est le fonds d'investissement du gouvernement public, pour rénover
tous les bâtiments publics au niveau fédéral. C'est-à-dire les prisons, les bureaux de justice, les bureaux de police. Il y avait aussi toutes les gares et Infrabel dedans, mais Gilles Quinet a décidé de se retirer du projet, mais c'est une frustration que je ne peux pas mettre contre vous. C'était un projet d'un investissement de 13 milliards d'euros où sur 10 ans de rénovation, 15 ans de rénovation, on allait rénover 3 millions de mètres carrés en carbone neutre et c'est un projet d'investissement qui est break-even sur 70 ans. Donc effectivement, dans les 30 premières années, il faut rajouter 2 milliards d'investissements. Parce que moi, et ça, c'est pas passé par le secrétaire budget. Et du coup, je veux dire par cet exemple que ce n'est pas une question d'argent public parce qu'il n'y en a pas. Bruxelles est pauvre, Bruxelles, la région, la ville, c'est autre chose, effectivement. Mais du coup, il faut effectivement trouver des systèmes de rénovation, de partenariat privé-public qui fait ça tout d'un coup, qui dit ok, dans les 10 prochaines années, on va mettre tous ces bâtiments dans le marché et on va trouver des investisseurs qui veulent gagner de l'argent avec la rénovation énergétique. Donc il y a une opportunité et Bruxelles est propriétaire d'énormément de bâtiments. Donc il faut justement mettre ce programme en marche. Moi, je trouvais que le fonds de relance européen aurait dû utiliser ces fonds pour justement mettre en œuvre, ça aurait été parfait pour le mettre ici. Et je pense aussi qu'au niveau de Bruxelles, de la commune, on peut regarder une solution comme ça. Par exemple, à Etterbeek, ils ont fait un bon d'État. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup de critiques là-dessus, mais on peut justement imaginer des solutions innovatives pour ne pas juste dire c'est le fonds public qui doit payer, parce qu'après ça, on est dans cette situation, on sait qu'on doit rénover depuis longtemps, mais on n'y arrive pas. Très bonne question, exactement. Mais il y a une certitude, et c'est qu'on va pas capable à le faire avec les fonds que publiquement. On a besoin d'un secteur privé, on a besoin de la croyance économique. Sinon, désolé, je veux bien croire la dame, mais Van den Brem, désolé, mais on va pas y arriver. On a besoin du secteur privé, et on voit ça clairement à la région, mais même à Bruxelles aussi. La liste d'attente pour un logement social, c'est 50 000 familles. Alors, on a cette fois-ci, cette législature, on a créé que 4 000, et c'est vraiment parce qu'il y avait beaucoup de problèmes concernant le permis, c'est vrai, et aussi budgétaire, et quand on voit la situation précaire du budget à la région, mais aussi à la ville, désolé, alors on sait qu'on ne va pas être capable à tout rénover et tout reconstruire ou construire avec que les moyens publics. Donc là, honnêtement, on doit vraiment faire une ville qui croit économiquement. On doit attirer les entreprises, on doit intégrer les entreprises à construire, à rénover, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Et la banque publique, je veux bien, mais honnêtement, on a déjà vu que ça ne marche pas. Et comme Benoît Elix a bien dit, déjà avec Bellevue, c'est déjà très difficile. Oui, en Allemagne, oui, mais c'est un seul exemple. Honnêtement, il y a plein d'autres villes en Allemagne, et je veux bien chercher l'exemple que vous m'avez dit, mais honnêtement, j'en suis sûr qu'il y a encore des paramètres que vous n'avez pas dit. Concernant le marché privé, honnêtement, 2 problèmes pour moi. Il y a 45 000 € qu'on a besoin, c'est une estimation, par bâtiment pour le rénover. 60% date d'un âge avant la guerre mondiale. Donc, on a un grand défi. Et là, honnêtement, je ne vois pas comment faire si on n'investit pas dans le subside, de manière subsidiation de Renolution. Et peut-être, c'est vrai, Madame a raison, c'est vrai qu'il y a peut-être un autre système qu'on a besoin, parce qu'on voit maintenant qu'il y a des bénéficiaires qui gagnent peut-être un peu trop par rapport à les autres qui n'ont pas assez demandé. Donc là, il y a une justification qu'on a besoin. Mais voilà, juste pour dire que on doit investir marché public avec les privés aussi, et investir aussi, et ça c'est vrai, les green skills, les gens qui doivent s'investir à l'économie verte. Ça c'est quelque chose hyper primordial. Merci. Merci. Comme je l'ai dit, pour le Parti Socialiste et Voreut, il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale, et ça ne peut pas non plus marcher sans justice fiscale. Alors évidemment, ça se joue à d'autres niveaux de pouvoir, mais
c'est quand même important d'avoir de la cohérence. Moi, ça me fait quand même bien rire, pardon, hein, mais quand le VLD me fait la liste des personnes en attente pour un logement social et nous dit que les finances publiques iraient mieux grâce au privé, ben en fait, les finances publiques, elles iraient mieux sur la droite. Parce qu'en fait, si on exclut les chômeurs au fédéral et qu'en fait, ils se retrouvent au niveau des communes, on appauvrit la population. 2, on sait qui vit dans des logements précaires, ce sont les mêmes personnes mal isolées, etc. Qui n'a pas le budget de payer les factures, justement dans ces logements où les factures explosent parce qu'ils sont typiquement mal isolés. En fait, ce sont toujours les personnes précaires. Et donc, en fait, moi, ce que j'appelle dans ce débat... Ouais, moi, quand vous parlez, je vous interromps pas. Mais donc, pendant nous, ce qu'on fait, en fait, ici, c'est que moi, j'appelle à avoir un peu de cohérence parce que, en fait, on agit. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut, en effet, agir au niveau de la planète. Évidemment, il y a un enjeu environnemental, mais il y a aussi un enjeu social. Et l'un n'ira pas sans l'autre. Donc, vraiment, moi, j'appelle à de la cohérence là-dessus. Évidemment, les oubliés du climat, ces 1000 logements sociaux, 37 millions qu'on a mis sur la table, ben oui, évidemment, c'est fondamental. Et c'est fondamental qu'on aille plus loin. C'est hyper important. Donc soutenir les sociétés de logements sociaux, soutenir aussi pour soutenir ces transitions énergétiques, hein, qui est le sujet de la discussion, la formation aussi pour accompagner les transitions, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, dans la rénovation, dans la construction, il faut que les personnes soient outillées pour le faire. Citer l'exemple des panneaux photovoltaïques, Mabru, le marché matinal donc, a quand même placé 8000 panneaux photovoltaïques, donc c'est quand même aussi des institutions qui dépendent de la ville, donc non, c'est pas que du blabla, il y a quand même vachement des actes qui sont posés. Et en parlant d'actes aussi, juste pour donner un exemple, le projet européen de Positive Energy District dans le quartier nord, où on expérimente donc des nouvelles technologies pour augmenter la production électrique locale et réduire en même temps les besoins énergétiques. Un projet similaire dans les Marolles. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, on voulait parler du sujet de la mobilité. Donc, dans la ville de Bruxelles, il faut savoir que 65% des ménages n'ont pas de voiture, mais cependant, le trafic routier est dense, spécifiquement dans certains quartiers, et la pollution de l'air est élevée. Donc, la question qu'on voudrait vous poser, c'est comment diminuer le trafic et l'utilisation de la voiture individuelle, comment favoriser aussi l'usage du vélo, évidemment, en tenant compte des populations décentrées ou ayant des difficultés pour utiliser les transports en commun. Et j'imagine que certaines personnes ici seraient aussi intéressées d'avoir votre avis sur le métro 3 et les autres grands chantiers en termes de mobilité. Je vais me permettre de prendre la parole. Donc il est 19h15. Si j'ai bien compris, c'est à 20h que ça va être fini. Moi, j'ai regardé les programmes politiques de chaque parti, je les ai analysés. Donc ici, j'entends ce que chacun a mis dans son programme et c'est pas ça que j'ai besoin. Donc soit vous me permettez à un moment de poser une question, soit je vais partir parce que je vais perdre mon temps. On va laisser... Les programmes, je les connais, je les ai lus. Oui, mais beaucoup de personnes ne le connaissent peut-être pas. Donc on va finir quelques questions et puis on vous donnera la parole au public. On ne peut pas participer à des élections de façon démocratique sans aller prendre compte un programme de chaque parti pour savoir. Je vais pas attendre. Mais nous, si c'est possible de laisser parler les intervenants, mais tu pourras poser une question plus tard si tu veux. Non, excusez-moi. Je donne la parole à Mathilde ou Frédéric, ça vous va? Je vais perdre mon temps parce que vous êtes en train de répéter votre programme. Et c'est ça le but aussi, c'est de présenter le programme. Bonne soirée. Oké. Ja, ik ben absoluut voor de metro. Dat zal jullie waarschijnlijk niet verbazen. Trouwens, dit weekend was het open deurdag of open wervendag. Ik ben daar geweest. Ik zou zeker ook iedereen aanraden om, als ze de kans nog eens krijgen, te gaan kijken om het metrostation Toets-Tielemans te gaan bekijken. Dat is serieus aangebouwd. En ja, daar zijn enorme moeilijkheden naar de oppervlakte gekomen die eigenlijk, als je het aan mij vraagt, ook misschien ergens te voorzien waren. Maar goed, daar ga ik niet naar de details gaan. De vraag is vandaag, wat doen we nu? We hebben een metro die in 2 fases moet gebouwd worden. Elke zichzelf respecterende stad die wil groeien, zet in op een sterke mobiliteit. En de metro is daar de sleutel van om een ruggengraat doorheen uw stad te kunnen bouwen. Die metro is essentieel, niet alleen voor de stad van vandaag, maar nog veel meer voor de stad van morgen. En we zijn hier allemaal heel veel aan het vertellen over de duurzame, klimaatneutrale stad van morgen. En wel, als er daar 1 element prioritair in is, dan is het wel het openbaar vervoerssysteem.
En binnen dat openbaar vervoerssysteem zien we dat er vandaag 1 as compleet ontbreekt. Je kunt mij niet uitleggen dat wij in Brussel, in een groeiende stad Brussel, niet naar Schaarbeek kunnen via een metro. Dat is absurd. Dus ja, ik ben voor de metro en ja, we moeten daarmee verder. Is het gemakkelijk? Nee. Konden er een aantal dingen beter? Misschien. Maar ook in Amsterdam, in Londen, in Parijs en in Madrid zijn ze op dit eigenste moment metro's aan het bouwen. Daar is het helaas ook zo dat die voorziene budgettering wat ontspoort. De bedoeling is natuurlijk om dat niet te ver te krijgen, maar op dit moment kun je daar 2 dingen doen. Voor het tweede stuk is er nu een nieuwe aanbesteding bezig, waar de private sector een groter deel in opneemt. En ik vind dat trouwens een heel goed idee, want dat direct moeten doen. Het eerste deel moeten we nu echt wel gaan afbouwen, want het heeft geen zin om nu te stoppen. De metro ligt er eigenlijk al half. De ombouw van het stuk tussen het Zuidpaleis en het Noord is op zich een redelijk doenbare ingreep. Inderdaad, de twee problemen onder het Zuidpaleis en aan Thomas moeten opgelost worden, maar we kunnen niet anders dan nu doorduwen. Dat is het één ding. Het tweede is, want het gaat algemeen over mobiliteit. Ja, ik vind wel dat we realistisch moeten zijn. Onze ondernemers in het centrum moeten bereikbaar blijven. Laadpalen voor elektrische wagens moeten we veel meer op inzetten. En daar juist zegt meneer Manga dat hij inzet op logistiek in de stad. Zeer goed. Ik vind dat absoluut ook. Trouwens, wij hebben een stedelijk distributiecentrum, dat is de TIR. Had je misschien al iets mee kunnen doen. Maar er zijn ongeveer 160.000 camions die in Brusselstad binnenkomen. Die komen naar een TIR. Je kunt daar perfect elektrische camionettetjes aanhangen, die dan uiteindelijk de verdere distributie tot in de eigenaar, de handelaar, de commerces doen. Daar kunnen we nog veel meer uithalen. Ik zou het hebben. Dankjewel. Als antwoord op metro 3 is het bij ons, ik heb wat je zegt, van je moet nu doorduwen. Ik heb het gevoel dat die oefening eigenlijk al 4 jaar geleden had moeten geweest zijn en dan misschien had moeten gezegd van oké, nee, eigenlijk kunnen we niet doorduwen. Dus wij zijn niet tegen de metro, maar wij zeggen daar wel nu halt tegen, totdat we zeker weten dat dit er gaat komen. Daar verder geld in pompen, letterlijk in een put gooien, is voor ons het bewijs of de kritiek dat wij hebben op de Brusselse regering van de voorbije legislatuur. Dus ik denk dat we moeten kijken naar, oké, inderdaad, mobiliteit is belangrijk. Er zijn grote problemen in Brussel voor de connectiviteit. Peut-être entre-temps, on doit arrêter de faire attendre les gens, de dire oui, attendez le métro 3, attendez le métro 3. Il y a les bus, le tram et... les bus et les trams sont des return on investment beaucoup plus intéressants, beaucoup plus rapides en termes de déplacement, de mobilité des personnes. Donc peut-être on doit, au lieu de continuer à pousser par idéologie pour le métro 3, réfléchir avant de continuer. Puis mobilité pour le reste, on est, je vais pas dire fan, oui, on est fan de Good Move, en fait on trouve ça la bonne direction. On l'aurait implémenté de manière différente, beaucoup plus proche avec les citoyens. Peut-être pas tout d'un coup non plus, parce que justement en implémentant un système si grand et idéologique, c'est plus contraignant pour tout le monde. Tout le monde trouve directement les limites que ça représente. Donc justement pour la suite de Good Move, retourner voir les commerçants. Je pense pas que tous les commerçants à Bruxelles attendent encore qu'ils peuvent être atteints par la voiture parce qu'ils savent qu'ils sont des commerçants au centre-ville, mais les suppliers, les vranciers, etc., eux, ils doivent pouvoir atteindre des points clés ou justement jusqu'aux commerçants. Par contre, ce qui est important aussi et ce qui manque actuellement, c'est les déplacements aussi pour les aides-soignants. Je pense que c'est plus difficile d'être aide-soignant aux piétonniers plutôt que de livrer des bières. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en soi, avec des bonnes discussions avec les quartiers, justement, je pense qu'on a souvent l'idée que je l'ai déjà dit, mais les buurtcomités, les comités de quartier, peut-être la ville a souvent l'impression qu'ils sont là pour leur faire chier, pour se plaindre et pour bloquer tout. En fait, nous, on trouve qu'ils sont vraiment là, ils font ça
purement par leur temps libre pour justement écouter le quartier et transmettre les messages. Et ça, je trouve que c'est hyper important à Bruxelles. Et ce que je trouve chouette avec la campagne maintenant, c'est que je rencontre vraiment toutes ces initiatives qui existent et c'est une richesse de Bruxelles. Il y a 6 ans, il y avait une vague verte et des secteurs comme le vôtre, les associations environnementales, les dizaines de milliers de personnes qui manifestaient dans les rues, dans les marches climat, réclamaient des mesures basculantes. Et on en pense ce qu'on veut, mais Good Move Pentagone était une mesure basculante. L'avantage, c'est qu'on a avancé en matière de mobilité d'une façon extrêmement efficace, diminution de 34% des émissions de NOx, le polluant le plus cancérogène, surtout pour les enfants qui avaient de l'asthme et des maladies pulmonaires, et évidemment la conséquence que ça peut avoir pour les cancers du poumon. On a divisé par 5 le nombre d'accidents mortels dans le Pentagone, et on est passé de 25 à 5. C'est un bilan phénoménal. Les quartiers sont apaisés, je vis dans le Pentagone depuis 25 ans, ça n'a jamais été aussi agréable de vivre en centre-ville. C'est une mesure basculante, mais c'est une mesure qui a été aussi bousculante. Et pour moi, qui suis un acteur de la question de la lutte pour l'environnement, on doit tenir compte de ça aussi. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à parler aux gens, et il faut pouvoir éventuellement aménager comme on l'a fait. On a prévu une quarantaine, on a mis en œuvre une quarantaine de changements de rues, de sens, etc., parce que nous sommes restés à l'écoute des habitants. Il faut continuer à l'être, et par exemple, pour les aides-soignantes, comme pour les livreurs, il faut pouvoir permettre l'accès aux filtres, donc ces endroits où on ne peut pas passer. Par rapport au métro, puisque votre question porte là-dessus, je ne suis pas contre le métro en général, mais je suis pour, et avant tout, pour des solutions immédiates, faciles à mettre en œuvre et payables pour offrir une alternative à la voiture individuelle. Et de mon expérience de 6 ans dans ce collège, je constate qu'en 3 ans et demi, nous avons été capables de construire une ligne de tram qui relie 30 000 personnes qui habitent à Neder-Overenbeek ou à De Want au centre-ville en 20 minutes, alors que le chantier de métro qui a commencé avant est embourbé dans des systèmes techniques. Pourquoi ? Parce que le métro, en fait, c'est une technique qui est intéressante. Je fréquente le métro, mais elle est difficile à mettre en œuvre parce qu'elle est impayable. Et 4 milliards pour une ligne de métro, le métro 3, la partie sud et la partie nord, 4 milliards d'euros, M. Keulemans, show me the money. Parce qu'avec 4 milliards d'euros, on peut isoler l'entièreté des logements publics et privés de toute la région bruxelloise. Et pour moi, si vous avez ces 4 milliards d'euros, je préfère les consacrer à cet enjeu-là plutôt que 120 mètres sous le Palais du Midi. Et je pense qu'en effet, il y a un problème. Ça déstructure un quartier populaire, ça déstructure pour longtemps un quartier populaire, et aujourd'hui, malheureusement, à cause de ces travaux de métro, pour lesquels nous avons été impliqués, moi je suis les chemins des sports, on a dû déménager des dizaines de clubs sportifs, ça va du coup créer beaucoup de misère dans le quartier, parce que ces clubs sportifs ne vont plus venir dans le Palais du Midi, et donc les commerces vont péricliter. Je pense qu'il faut vraiment mettre à plat et réfléchir au niveau régional à une autre méthode, parce que le métro, en fait, c'est bien, c'est séduisant, mais ça ne marche pas. Tu pourras répondre après. Et puis après, on va traiter un peu la question aussi. On a assez de temps pour votre question, parce que ça, c'est... Il demandait de répondre, je ne sais pas comment ça se répond. Non, alors on va finir ça, et encore, il y a une question collective qu'on a préparée sur l'espace vert, et puis après, on va ouvrir. N'hésitez pas à voter pour les questions. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées sur Slido, mais donc maintenant, vous pouvez regarder et voter, comme ça on choisit la question qui intéresse. Je pourrais peut-être remettre le QR code, comme ça les personnes peuvent se reconnecter. Merci. Voilà. Ja, 65% van de mensen hebben geen auto in Brussel-stad. Dat klopt inderdaad, maar de mobiliteit gaat er niet op vooruit. Ik denk dat we het moeten globaler bekijken. Ik denk dat de aanpak altijd heel punitief is geweest, dus dat men eerder de mensen straft, eerder dan een positief alternatief aan te bieden. Dus ik kom weer met mijn openbaar vervoer en effectief met de metro. De metro kon een heel mooi alternatief zijn, maar we worden in een ruggreep gehouden door effectief de privé.
We gaan contracten aan. Er waren heel veel onderzoeken naar de bodem. Iedereen weet dat Brussel een moeras was. En nog soms is in Laken en in de Noordwijk. Maar ik denk dat we effectief moeten kijken naar... hoe is het zover kunnen komen? En hoe hebben we die contracten afgesproken? En nu zitten we inderdaad in een wurggreep van de privé. Hoe dat het verder moet, ik denk effectief dat we nieuwe studies kunnen plannen, maar ik denk dat we echt de touwtjes als stad, als hoofdstad van Europa in handen moeten houden. En daar is in Parijs wel in geslaagd bijvoorbeeld. Zij hebben echt wel de touwtjes in handen kunnen houden en echt al kunnen orchestreren en de privé niet zijn spel laten doen. Anderzijds, voor de mobiliteit moeten we ook kijken naar een integrale stad. Dat wil zeggen dat we scholen, kribbes, voldoende scholen, culturele centra in de wijk hebben, zodat de ouders niet van het ene uiterste van Brussel naar het andere uiterste van Brussel moeten gaan om hun kinderen af te zetten. Dus dat is een globalere aanpak. Ik denk dat je Brussel niet als een klein eiland kan bekijken, maar dat we eigenlijk moeten gaan naar een regionalere aanpak over mobiliteit. En zo stopt ook het fijn stof niet aan de taalgrens of stopt het fijn stof niet aan het Pentagon. Nee, we moeten dat globaler bekijken. Als je één straat sluit voor verkeer en het wordt in de andere straat erger, dan los je het probleem niet op. En dus daarin zijn er veel mankementen en wordt er te weinig samengewerkt. En daarin pleiten wij eigenlijk meer voor, en dan ga ik effectief terug over mijn Brussel, maar moet er een globalere aanpak komen met één klimaatminister, met één minister voor mobiliteit, met een regionaal, bijna een landplan, die ook de nafteurs, zoals je ze noemt, die uit de buitenwijken komen naar Brussel, dat je die ook een alternatief kan bieden op de auto. Alors sur la question de la mobilité, l'enjeu évidemment, plus on va améliorer la sécurité de nos trottoirs, et c'est les jeunes Lorica qui dit aussi assurer la viabilité piétonne, parce que c'est un combat tous les jours, de rappeler aux acteurs de la voirie qu'il faut libérer l'espace, mais plus on va améliorer et sécuriser nos trottoirs, plus on va sécuriser les pistes cyclables, avoir des itinéraires, plus on va investir dans le transport public, plus on va pouvoir offrir d'alternatives réelles, concrètes et rapides, évidemment, mieux on va gagner ce combat. L'ambition, on l'a portée. Par contre, c'est vrai, c'est ce que je retiens de ces 6 ans, on n'arrivera pas à toujours imposer le changement. On doit prendre les citoyens avec beaucoup plus. Et c'est vrai qu'on doit, quand on fait une politique de mobilité, essayer de voir comment est-ce qu'on amène le plus de gens avec. Parce que si on va au forcing, on va aussi les faire ressac après. On voit aujourd'hui les partis qui plaident pour enlever des dispositifs, réouvrir le bois de Lacan. Et je crois que c'est parce qu'il y a parfois des gens qui pouvaient être extrêmement positifs au départ. Beaucoup d'habitants, de commerçants qui étaient parfois très positifs quand on a fait les premières réunions préparatoires, puis qui au quotidien on se dit là ça devient compliqué. Et je crois qu'à ce moment-là il faut avoir de la souplesse, de la réaction rapide pour essayer de les ramener avec nous, pas le faire, mais si on peut les amener le plus en amont possible avec nous, au mieux c'est pour éviter les effets où à un moment le dialogue n'est même plus possible, et c'est parfois ce qu'on connaît sur les plans de mobilité. Sur la question, alors sur le plan de mobilité, moi je crois aussi qu'il y a une évaluation à faire. Dans la les chiffres macro sont bons, moins 20% de pression automobile, meilleure qualité de l'air, on voit, mais quand on a fait le travail sur le Move, on a fait quasiment rue par rue. Quand on me dit qu'il faut travailler par plus petite échelle, je peux vous assurer qu'on pourra faire toutes les négos pendant 2 ans. On a travaillé mini-quartier par mini-quartier en redécoupant la maille en 10 mini-zones, en travaillant en rue par rue. Aujourd'hui, ce travail d'évaluation doit le faire de la même manière. Et ça, c'est ce qui me manque pour l'instant, et notre priorité, c'est cette évaluation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des rues, je suis certain qu'effectivement, il n'y a plus de trafic de transit, je peux vous l'assurer. Mais j'entends aussi les commerçants, les habitants qui disent, oui, il n'y a plus de trafic. C'est compliqué pour rentrer chez nous, c'est compliqué pour me faire livrer, c'est compliqué pour avoir un médecin. Et donc, je crois que cette évaluation, on doit pouvoir la mener à fond, parce que je crois qu'il y a des endroits où les vis sont importantes, etc. Ça, c'est notre aspect mobilité. Aspect métro. Il y a 2 débats dans le métro. Il y a d'abord la première partie qui est en cours. Croire qu'on va arrêter le chantier, je ne crois pas, il faudra quand même le terminer, parce que je vois les commerçants et pour avoir été à leur côté, il faut qu'on termine ce chantier. C'est vrai, il est embrouillé dans des problèmes techniques, et s'il y a des alternatives pour ne pas démolir le balai, moi j'ai toujours dit, on est preneur, mais pour l'instant il n'y en a pas, et donc on a géré en prévoyant une démolition, parce qu'il faut bien terminer ce chantier, et surtout parce que les projets aujourd'hui d'alternatives au métro, notamment sur l'axe nord-midi, ils ne permettent pas d'avoir la capacité. Moi c'est ma ligne de tram, je viens de Port-de-Halle, je viens à Bruce City, dès qu'il pleut et je ne prends pas le vélo, c'est le tram. Assurer que c'est
aux heures de pointe intenable. Et donc le métro offre cette surcapacité. Et puis il y a le débat de la prolongation de la ligne Nord, en termes de budget, en termes est-ce qu'on doit faire des stations cathédrales, c'est aussi un peu, pour avoir aussi visité la station, toutes ces stations quand même énormes, qui coûtent énormément d'argent. Et donc, est-ce que là, il y a moyen ou pas de développer des alternatives? Mais de nouveau, la ligne de train de 55, moi, je crois qu'il faut la renforcer tout ce qu'on veut, elle est surbondée et prise dans le trafic. Hein. Donc, ça va pas être aussi simple que ça de passer le métro. Mais donc voilà, philosophiquement plutôt favorable au métro. Sur la première partie, il faut le terminer. Sur la deuxième, on peut ouvrir le débat. Mais je dis, le métro a cet avantage de capacité qui est utile à une grande capitale européenne. Ah oui, beaucoup de choses ont été dites, mais donc la question citoyenne, c'est comment est-ce qu'on partage l'espace en fait, l'espace entre de façade à façade. Aujourd'hui, c'est sûr que la voiture prend beaucoup de place, mais on n'est pas contre la voiture parce qu'elle permet, elle répond à certains besoins. Et donc nous, l'idée c'est de partir sur comment est-ce qu'on a une mobilité partagée et qui permet de sécuriser avant tout les usagers, les usagères plus fragiles. Quand on est à pied, quand on est à vélo, en trottinette, on est quand même plus fragile dans l'espace public que quand on est dans un transport en commun ou dans une voiture. Et donc repartir de cette hiérarchie-là, en fait. On favorise, l'objectif c'est de favoriser la mobilité douce, mais il faut évidemment soutenir les transports en commun et laisser de la place aux voitures, même s'il faut la limiter. L'idée de trouver un équilibre, parce que je pense que ce qui a été dit, c'est fondamental, c'est en même temps l'adhésion, c'est d'avoir une perception positive. Je pense que la majorité des gens savent et connaissent les enjeux climatiques. On n'a pas lu les rapports du GIEC, mais enfin on sait qu'ils sont alarmants et on sait qu'ils sont là. Et donc on doit prendre ça en compte, mais donc garder l'adhésion parce qu'on sait que l'objectif est partagé, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens adhèrent en créant des alternatives. Et donc le tram 10, on l'a dit, mais moi j'ai grandi à Nédor. Franchement, j'aurais rêvé d'avoir ce tram 10 à l'époque, parce que quelle galère quoi, pour aller dans le centre. Et là aussi, pardon, mais quand il y a des partis qui sont contre et puis qui viennent quand même à l'inauguration, ça me fait bien rire aussi. Développer aussi plus de drop zones, parce que je pense que c'est important, cette mobilité multimodale. C'est vrai que moi aussi, j'habite dans le centre, je marche beaucoup, mais je prends les transports en commun. Peut-être à un moment il fera beau, je vais prendre un vélo partagé, mais revenir en tram. Et je pense que faciliter les choses, comme on le disait, pour renforcer l'adhésion, c'est super important. Donc ça, c'est toutes des petites choses. Et dans comment est-ce qu'on pense la ville aussi. Nous, c'est notre projet, c'est de la ville à 10 minutes. C'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que dans un rayon de 10 minutes, dans chaque quartier, il y ait tout ce qu'il faut de services et d'offres, que ce soit de l'ORECA, que ce soit du commerce, que ce soit une école, que ce soit des soins de santé, que ce soit, en long, en large, ce type de service. Et donc évidemment ici, la mobilité, transport en commun, on ne peut pas la faire sans la STIB. Ici, on est au niveau communal, on discute au niveau communal. Voilà, c'est de la cohérence entre les niveaux de pouvoir que j'appelais tout à l'heure. Et je le disais, pas de justice climatique sans justice sociale. On s'est battu pour que les abonnements de la STIB aussi soient moins chers ou gratuits pour les jeunes, les étudiantes, les étudiants, pour les seniors, pour permettre aussi que les transports en commun soient accessibles à tout le monde, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de payer les factures. Et l'objectif, c'est que ce soit accessible à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc le dernier thème qu'on voudrait aborder avec vous ce soir avant d'ouvrir aux questions du public, c'était celui des espaces verts et de la biodiversité. Donc la question est la suivante. Comment concilier d'une part la préservation des espaces verts, par exemple le site du Donnerberg à Laken, les mesures d'adaptation, donc perméabilisation des sols contre les inondations, végétalisation contre les îlots de chaleur, et d'autre part les besoins de construction de logements, d'écoles et d'autres infrastructures nécessaires. Est-ce que l'un de vous trois voudrait commencer? Ik zou heel graag willen vragen of u ook in uw antwoorden de rol van de burgers zou willen betrekken. Want ik denk dat gaat nog heel ver over wat de politiek kan doen. En ik denk dat we het niet zonder de burgers kunnen doen. Dus misschien ook vooral bij dit thema van wat gebeurt er al en waar kunnen we aanknopen en waar kunnen we misschien de burgerlijke of le mouvement citoyen, où est-ce qu'on peut renforcer là, parce que ça c'était pas déjà voilà. Alors, d'abord, travailler avec les associations, moi, ça a toujours été mon credo. D'ailleurs, la liste ne s'appelle pas Défi simplement, elle s'appelle Défi et vous. Pourquoi? Parce qu'elle est composée à plus d'un tiers de citoyens indépendants qui m'ont dit je ne suis pas de votre parti, monsieur Maguin, je ne suis pas forcément Défi. Par contre, j'ai aimé la manière dont vous avez travaillé, dont vous avez mené la politique, et on a envie de vous aider à la continuer. Et donc, je crois que c'est effectivement une co-construction. Le politique ne sait pas tout. Je crois qu'il faut travailler avec les citoyens et essayer d'après faire la synthèse parfois d'avis très divergents. Hein. C'est pas facile évidemment. Mais donc je crois que oui, ça doit être le mantra. En tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai conçu la politique.
sur la question, et c'est vrai, c'est aujourd'hui la quadrature du cercle, hein, dans une ville aussi dense, en tout cas dans certains quartiers que Bruxelles, soit vous vous étalez et vous faites des espaces verts, et on sait que c'est compliqué et que sur beaucoup de projets, c'est aujourd'hui ça qui fait que ça bloque et que les projets ne se font pas, soit à un moment vous montez, mais on n'aime pas non plus monter. Et croire qu'on va pouvoir tout résoudre à travers le bureau, ça fonctionne à une certaine échelle régionale, mais pas forcément dans toutes les communes. Je prends l'exemple, la revalidation des bureaux, ça fonctionne assez bien, mais ça fonctionne aujourd'hui à Woluwe, à Ouderghem, où les bourgmestres des villes me disent « mais nous, tous nos bureaux sont reconvertis en logement, ça ne fait pas leur affaire au niveau de leurs finances communales. » Mais pourquoi? Parce que la ville accueille de plus en plus de bureaux. Et pourquoi est-ce qu'on accueille de plus en plus de bureaux? Parce qu'en fait, dès que vous avez une grande entreprise, dès que vous avez un plan de mobilité, vous cherchez à être près des gares, près du métro, enfin du transport en commun, avec des parkings publics et d'être extrêmement multimodal. Mais en fait, il n'y a pas mieux que le Pentagone. Donc on voit bien la demande de bureaux. Mais donc, je crois qu'effectivement, on doit essayer dans le maximum de projets, mais il y a toujours cette question aussi quand c'est des terrains privés, voire même parfois publics, quand c'est des terrains à bâtir, est-ce qu'on arrête tout là-dessus? Je crois que c'est pas forcément possible, sachant que parfois, certaines constructions permettent quand même d'améliorer aussi la perméabilité des sols, la récupération des eaux, voire même de rajouter des toitures vertes et de la biodiversité. Mais donc, oui, on va essayer de préserver un maximum des espaces verts. Je suis plutôt à chaque fois pour essayer de monter un peu, pas forcément des grandes tours, même si dans certains quartiers ça ne me dérange pas, d'essayer de monter un peu le bâti pour essayer d'éviter l'étalement. Je crois que c'est un peu aujourd'hui les principes en tout cas qui guident mon action politique là-dessus. Ik ga in Nederlands verder. Donderberg, ik heb de site jarenlang geleden bezocht. Effectief, ik denk dat we ervoor zijn dat we de Donderberg zo laten, dat het een natuurgebied is dat toegankelijk moet blijven en dat daar ook de burgers zich hebben laten horen en dat we die ook moeten horen. We kunnen evengoed woningen bouwen op de neosite. Daar plannen we een winkelcentrum dat eigenlijk niet nodig is als we docks hebben. En dus daar zijn alternatieven genoeg. Ik denk dat we die plannen kunnen herbekijken. Anderzijds wil ik het ook hebben over de kantoorruimte, waarop mijn collega het hier had. Er worden 4 torens aan het Noordstation nog geplant. De burgerbewegingen komen op opstand, en in opstand, dat is al van de jaren 70, dat de Noordwijk elke keer moet buigen, dat de bewoners elke keer niet worden aanhoord. En dan heb je effectief schepenen die zeggen, ja, dan is Braller om die burgers op te hitsen. Waarom dat we nog subsidies geven aan organisaties zoals Bral. Dus het is een beetje tegenstrijdig. Hè? Langs de andere kant zeggen ze, ja, we moeten naar de burgers luisteren, maar als ze zich dan organiseren, dan, nee. De plannen zijn al gemaakt, die 4 torens gaan er komen. Die wijk die wordt gewoon onbewoonbaar voor die mensen. Met geen enkele groene ruimte in de buurt. Ja, dat staan Maximiliaanpark, waar dan meer mensen liggen dan speeltuigen. Ja, heel triestig. Dat is ook de Noordwijk en van de jaren 70. Dus voilà. Er is participatie, maar de burgers, als de burgers dan iets zeggen, dan wordt er niet naar hen geluisterd. Donc, par rapport à la création de logements, il y a un enjeu de rendre le logement public accessible, pas seulement public, le logement en général. Et pour ça, il y a plein d'opportunités. Il y a des espaces aujourd'hui de bureaux qui peuvent être transformés en logements, y compris en logement public. Il y a des espaces de parking. Je prends le parking Écuyer, qui est un parking géré par la ville de Bruxelles. Il y a énormément de parkings publics dans les environs, la Monnaie, BruCity, d'autres. On pourrait tout à fait imaginer transformer ces parkings en logements. Je pense qu'il faut préserver les friches de Donderberg, en effet. Il faut préserver la friche de Donderberg. Et on peut construire dans des friches industrielles. Et de ce point de vue, avec l'arrivée du tram désormais à Neoder-Oberenbeek, le site Solvay, qui est une sorte de terre inconnue pour beaucoup de Bruxellois, est un immense site où nous pourrions imaginer le maintien d'une activité économique productive en lien avec l'économie circulaire et l'économie verte, mais aussi la construction de logements dans ces espaces de bureaux ou ex-ateliers. Nous, les écologistes, on souhaite construire la ville là où la ville est déjà construite. Et donc de construire la ville, à savoir des équipements, comme par exemple, si vous prenez l'exemple de la Haute École Francis Clotaire qui va déménager dans des bureaux, c'est un exemple concret où des bureaux sont transformés en école. C'est très positif, ça n'occupe pas une surface verte qui peut servir d'éponge, et nous aurons besoin d'espaces éponges verts qui permettent de lutter à la fois contre les inondations, mais aussi les futurs îlots de chaleur.
Et je pense qu'il faut aussi pouvoir rogner sur des places de parking, comme on l'a fait dans le parc Marguerite Duras, pour élargir les espaces verts dans des zones densément peuplées, comme le Pentagone. Il y a un manque d'espaces verts. Nous n'aurons pas de la qualité de vie en ville si on n'augmente pas l'accès aux espaces verts et à des logements isolés, on l'a dit, mais aussi à des espaces qui aujourd'hui sont vides et qui peuvent être transformés habilement en logements. Dankjewel. Ik heb mevrouw Van den Brent horen zeggen van ik denk dat we willen dat Donderberg-Cité zo blijft. Voor ons is dat heel duidelijk. Nous on rentre pas dans une coalition si c'est pas garanti que le Donderberg ne sera pas reconverti ou construit, etc. Donc ça c'est très clair et je suis contente d'entendre qu'on ne sera pas seul. Pour nous, ça c'est une priorité en termes d'espaces verts à Bruxelles, qu'il faut toujours essayer de reconvertir les espaces qui sont là, les bureaux, tout ce qui est vide, etc. Reconvertir pour justement essayer de garder tous les espaces verts qui sont déjà très... En fait, pour une ville capitale, Bruxelles en a quand même pas mal. Il y a pas mal d'espaces verts, mais surtout ici au Pentagone, c'est pas assez. Par contre, aussi, moi je trouve que c'est un point fort de la ville, de la capitale de Bruxelles, qu'on ait un espace assez petit. Moi justement, j'ai vécu à Pékin avant, j'ai vécu à Londres, je ne voudrais pas y retourner. C'est trop grand. Justement, Bruxelles, ça a son charme par le fait qu'on peut traverser la ville. Ça ne va jamais être 10 minutes, ou je ne sais pas le concept 10 minutes, mais c'est 40 minutes peut-être d'un point A à un point B. Et ça, justement, je trouve ça hyper bien. Donc, il faut jouer là-dessus aussi. Ça peut aussi renforcer les interculturele connecties. Bijvoorbeeld in scholen, voor Vlaamse scholen is het nu al verplicht, maar dat wordt nog te weinig gedaan, om eigenlijk na uren hun schoolgebouwen publiek te stellen. Dat bijvoorbeeld de sportzaal of de kantine, dat die in een weekend voor een scouts kan gebruikt worden voor de spaghettislag bijvoorbeeld. Ça c'est une chose hyper intéressante que les écoles francophones ne sont pas encore obligatoires à le faire, et c'est facile aussi du côté néerlandophone de dire c'est obligatoire. Mais il faut trouver une collaboration entre la ville, entre les associations et justement ces bâtiments publics ou semi-publics qui peuvent construire là-dessus. Juste une dernière question sur la collaboration avec les citoyens. Ce que je trouve très chouette, c'est que nous, c'est pas dans notre nom, donc pas comme défi, mais nous on a CDNV engagé et Plan B. Et Plan B, c'était une liste de participation citoyen avant, et eux ils ont décidé ils voulaient plus faire une liste à part, et ils ont décidé de se mettre avec nous parce que justement les conseillers communaux qui étaient déjà à la ville de Bruxelles maintenant étaient ceux qui collaboraient le mieux avec eux durant la législature passée. Et c'est pour ça qu'on est content d'avoir, je pense, 10 candidats de Plan B sur notre liste avec nous pour ça. Merci. Je me rappelle qu'en 2018, quand cette majorité a commencé, que la méthode participatoire, donc la participation, c'était un des points phares. Alors à ce moment, même centre-ville, mais certainement aussi autour de Donderberg, on entend vraiment quelque chose de différent. Les gens se sentent parfois mettre contre le mur. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que le Donderberg, c'est très clairement une fixation rouge de la majorité. Et donc je suis très contente que j'entends maintenant qu'il veut quand même garder cette espèce naturelle, mais alors je ne comprends pas pourquoi juste, c'est même pas si loin, l'ancienne QG du football, le groupe, c'est quoi le football, le KVB, c'est ça, c'est racheté pour... Comment ? L'Union belge, voilà, c'est racheté pour 7 millions et alors c'est pour démolir. Mais c'est bien, il y a déjà une école dedans, le Kakelbondschool qui vient de sortir. Mais pourquoi mettre pas, s'il y a besoin d'une école, parce que c'est très faible, bien sûr, être contre l'école, bien sûr que non, il faut être pour l'école, pour les enfants, pour l'avenir de nos enfants. Donc oui, il y a des trucs qui se posent là. Mais pourquoi pas mettre une école là-dedans, ou pas pourquoi démolir et racheter pour 7 millions? Alors ça, ce sont des trucs que je ne comprends pas concernant l'autre, le urbanisme. Allez, daar moet ik wel even op verder gaan, want ik hoor dat je zegt geen torens.
je gaat er nogal snel vanuit dat elke torendoffice slecht is. Ik ben volledig akkoord met Fabien Menguin dat inderdaad bepaalde zones wel effectief kunnen bebouwd worden met torens. Die 4 torens aan het Noordstation zijn zelfs niet eens zo slecht, zijn redelijk goed gevormd, zijn goed ingebed en daar gaat het over. Ingebed in het stedelijk weefsel, want niemand gaat nog een toren bouwen in de Vijfhoek, dat lijkt mij ook absurd, maar daar waar we kunnen, moeten we zeker en vast durven densifiëren om zo open ruimte op andere plaatsen te kunnen vrijwaren. By the way, nu dat die CCN weg is, hebben we een magnifiek gezicht op de kerk in Schaarbeek, in Mariakerk, en hebben we terug eindelijk een mooi beeld op het jaar 60 station van de Gare du Nord. Dus er zijn echt wel, met stedenbouw kun je heel veel doen. Dat is de puzzel leggen, innovatief zijn. Dat gaat ook over de verbinding maken tussen groene en blauwe assen. Bijvoorbeeld het Sennepark, zeer goed gedaan. Het park er tegenover, aan de andere kant van het kanaal, is het park Le Halt, ook heel tof. Dat is daarvoor het oude paviljoen van het domein van Laken. Waarom die twee niet verbinden? Door een parkbrug bijvoorbeeld. Dat is nu wat ik ondertussen voorstel. Ondertussen willen wij ook nog extra inzetten op de bescherming van de biodiversiteit, zoals ik al gezegd heb, in Nederland, Hagen enzovoort. En het bijplanten van 20.000 bomen. Dus laat ons zeggen dat we zeker heel serieus daarmee bezig zijn. Donc par rapport aux enjeux naturels, pour avoir une image globale au niveau de la ville, donc au niveau du développement des espaces verts, pour compléter ce qui a déjà été dit au niveau des partenaires de la majorité actuelle, donc la protection et l'extension d'espaces verts existants, on a créé des nouveaux parcs, quand même, je voudrais citer celui du quai des matériaux à la hauteur de Tours et Taxi, et rappeler aussi la forêt urbaine, quand même, je regarde Benoît, parce que c'était une collaboration, de 22 hectares à Nederovrenbeek, donc qui favorise la biodiversité grâce à des plantations participatives, donc pour le côté nature et pour le côté participatif. Voilà, donc il y a toute une série de programmes qui ont été mis en place. Par rapport au Donderberg, c'est évidemment un cas emblématique. Et ça fait partie des dossiers qui ne sont pas faciles, justement, pour concilier les enjeux climatiques et sociaux. Donc nous, ce qu'on défend, c'est la construction d'écoles, la construction de logements, comme je l'ai déjà dit. Et donc ici, nous, on est favorable à ces constructions parce que qui préserve quand même 50% de la moitié, 50% de la surface du site. Parce que les besoins sont criants. Si je prends les chiffres de Perspective Brussels, le quartier Ouba aujourd'hui souffre d'une grande pénurie de places d'école et en tenant compte de ce projet donc de 672 places, il reste encore un manque de 250 places en maternelle et de 450 places en primaire dans la zone. Et donc voilà, donc on est favorable à ce projet, à d'autres projets évidemment pour continuer à construire des logements et des places dans les écoles, dans d'autres quartiers, et souligner aussi le côté ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le site n'est pas ouvert entièrement au public et que l'objectif est de le rendre aussi beaucoup plus ouvert au public et à tout le quartier. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc maintenant, on voudrait ouvrir ce temps-ci pour les questions du public. Je proposerais de commencer peut-être par une ou l'autre question qui a été posée dans Slido, et puis à la demande de certains, si vous voulez aussi en poser dans le public, il n'y a aucun souci. Donc les deux premières questions, je pense qu'on peut les fusionner. Donc beaucoup de personnes n'utilisent pas le vélo car ils ne se sentent pas en sécurité. Que pouvez-vous proposer par rapport à cette thématique? Et alors le bruit évidemment qui a aussi des conséquences sur la santé des habitants. Donc comment faire pour réduire les nuisances liées au trafic? Est-ce qu'on peut avoir l'une ou l'autre réaction? Je ne sais pas si quelqu'un se sent inspiré. Allez, rapidement. Moi, je ne me sentais pas à l'aise du tout en vélo à la base, clairement. Donc moi, je suis plutôt piétonne et transport en commun. Et donc le vélo, moi, qu'est-ce qui m'a aidé, je vais partir de mon exemple, et je pense que c'est ce qu'il faut développer à l'échelle de la ville. C'est les pistes cyclables à part. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut développer. Des parkings vélos qui sont sécurisés, aussi tant pour les vélos que pour les personnes qui les fréquentent. Voilà, je suis très en faveur aussi de tout ce qui est tolérance zéro par rapport au harcèlement en tant que femme dans l'espace public. Parce que la sécurité, ça en fait partie aussi. Je pense que tout ce qui est éclairage, sécurité de manière générale,
Je pense que ça, c'est vraiment ce que je dirais pour les personnes qui n'utilisent pas de vélo aujourd'hui, sur ce qui pourrait les encourager. Mais il y a plein d'associations aussi, hein, c'est notre rôle aussi de soutenir des associations qui accompagnent des personnes qui n'osent pas ou qui débutent. Je pense que ça aussi, c'est notre rôle de soutenir les personnes qui peuvent accompagner les personnes qui se lancent à vélo. Des primes, enfin voilà, tout ce qu'on peut aussi à l'achat. Hein. De nouveau, on sait qu'un vélo, surtout si c'est un vélo électrique, c'est pas facilement accessible pour toutes les bourses. Et sur le bruit, bah oui, parce que ça, je peut-être le lier aussi au rodéo urbain et tout ce qui se passe dans certains quartiers dont on est bien conscient. Bah là aussi, en fait, on a pris des mesures très strictes au niveau du bourgmestre et de la police, des saisies de véhicules, des amendes très très chères. Donc là, évidemment, c'est important de réduire ces nuisances parce que c'est en effet un enjeu de santé publique, bien sûr, avec tout ce que ça comporte aussi de pollution. Voilà, en très bref. Ja, ik gebruik heel vaak de DOT overal naartoe, dus dat is de deelfiets. En voor mij lukt dat relatief goed, maar wat dat eigenlijk onveilig is in deze context is de staat van de weg. Er zijn heel veel wegen in een hele slechte staat. Laten we niet beginnen over de Havelaan, hoewel dat wel een regionale weg is, daar moeten we niet over beginnen, maar de algemene staat van heel wat wegen in onze stad zijn echt niet oké. De algemene veiligheid is een groot probleem in onze stad. Onze stad is ook onveiliger geworden. En 6 op 10 mensen geeft ook aan dat ze zich onveiliger voelen in Brussel dan in 2018. Dus dat is een extreem belangrijke prioriteit voor eender wie, denk ik, die volgende keer de sleutels van het stadhuis overneemt. En daar moeten we echt een volle bak alles op inzetten om dat te gaan verbeteren. Want de veiligheid is de basis van onze vrijheid. En als we ons vrij willen bewegen in onze stad, dan moeten we daar absoluut op inzetten. Ik ga nog even kijken, dus la nuisance de bruit, dus le chasse au bruit, c'est très important. Ik zal ook daar eerlijk zeggen dat het niet alleen de trafiek routier is, een groot deel wel, maar ook, zeker in het centrum, de constante fun, pret, activiteiten, evenementen. Het is constant wat, mensen zijn nooit meer op hun gemak. En daar is op zich, dat je in het centrum van een stad woont, ook wel iets van te zeggen. Je woont in het centrum, dat is ook een stad die leeft en dat is ook zeer belangrijk. Maar mensen moeten zich ook wel een beetje kunnen tot rust brengen. Ze moeten ook wel een beetje aan een planning of tenminste weten wat er te wachten staat. Maar een constante fun factor die links en rechts elke keer opnieuw rond de oren wordt geslagen, ja, daarmee gaan we bewoners in Brusselstad niet kunnen houden, vrees ik. Ik wil je heel graag vragen om vooral te antwoorden op het hoe. Hè? Dus niet te veel herhalen wat hier al aangegeven wordt, namelijk dat de situatie is zoals die is. Gewoon om een beetje tijd te sparen. Graag antwoorden, concrete voorstellen om hier iets aan te doen. Ik weet ook niet of de bedoeling is of we allemaal antwoord mag zo snel zijn. Essayez de garder peut-être sous les... Oui. Je pense que les pistes cyclables à Bruxelles ont été pas bien développées parce que c'est très vallonné, c'est comme ça. Et en vélo normal, c'est très fatigant. Mais maintenant, avec les vélos électriques, je pense qu'il y a un peu un consensus partout que voilà, ça doit être une des priorités pour avoir des pistes cyclables à part et plus en sécurité. Pour les rodéo drivers et les bruits, je sais que le maire maintenant il a proposé de mettre d'avoir des blocages temporaires. Dire voilà, on a compris qu'il y a des rodéo drivers, on va maintenant venir mettre des points bloquants et après on va les enlever le lendemain. Pour nous, ça c'est pas très efficace, c'est pas très constructif. Il y a des projets pilotes avec les caméras de bruit. Je pense qu'il faut tout miser là-dessus, aller beaucoup plus c'est comme un caméra de speed driving, une flitscamera, un radar, pardon, merci, un radar de sonore au lieu d'un radar de vitesse. Faut vraiment aller là-dessus plutôt que de dire ok, et peut-être repenser la circulation à Laken pour parler précisément. Yes. Peut-être juste une dernière question, Slido, et puis on ouvre au public, si ça vous va. Donc quelqu'un demandait si vous comptiez agir contre l'envahissement de la publicité dans l'espace commun et dans les transports en commun en général. Et il me semble que la commune d'Ixelles, par exemple, a décidé de diminuer le nombre
de ces panneaux de publicité. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que la ville de Bruxelles, vous aimeriez voir dans la ville de Bruxelles? Peut-être une ou deux réactions. Quelle publicité? Et quelle publicité? Est-ce que l'un de vous... La publicité, c'est un dossier complexe. Un des gros dossiers que j'ai dû gérer, c'est la publicité pour Total Energy, qui sponsorisait les 20 km de Bruxelles. Aujourd'hui, Total Energy n'est plus sponsor des 20 km de Bruxelles. Ça a été un bras de fer abominable. Abominable. J'ai fait l'objet de pression dingue, mais c'est fait. Donc voilà. Donc, alors, par rapport à la publicité en ville, vous pensez au MUPI, donc ce sont ces publicités qui se trouvent là. Alors, il y a un nouveau contrat qui a été signé avec une entreprise qui s'appelle Jean-Claude Decaux. Et en fait, la généralisation de la publicité électronique a créé en fait une disparition de plus ou moins un tiers des panneaux, parce qu'ils sont remplacés par des panneaux électroniques. Donc ça, c'est une avancée. Maintenant, il y a aussi la publicité qui est induite par le contrat des villos. Donc c'était un vieux contrat qui a été signé par la région à l'époque, qui prévoyait l'installation de vélos partagés en échange de publicité. Ce contrat va venir à échéance prochainement. C'est une opportunité pour diminuer la présence de la publicité en ville, puisque aujourd'hui, vous avez constaté, comme moi, que les vélos partagés sont de moins en moins utilisés, en tout cas ceux-là. Et donc, c'est une opportunité pour la ville de voir moins de publicité en ville, et je pense qu'on doit travailler en effet à moins de publicité. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens de demander aux gens de moins consommer, alors que la publicité en ville invite précisément à remplacer son téléphone, remplacer sa voiture ou autre. Donc, il faut être cohérent, et donc c'est une belle opportunité de la région de renégocier ce contrat et de ne plus exiger de la pub en échange de l'offre de mobilité partagée. On doit trouver un autre modèle. Helemaal kort om de publiciteit uit openbare ruimte te houden. Vooral heel veel vervuilend, lichtvervuiling. En dan 1 op 3 van die reclames is dan ook voor auto's. Dus het is een beetje een dubbele boodschap dan. Een controversiële boodschap. Dus in die zin zou ik als stad meer inzetten in informatie. De mensen weten sneller waar dat ze een auto moeten kopen of een nieuwe gsm, maar ze weten niet waar dat ze een huisarts vinden. Dus dat is soms heel verontwaardigend. Dus de stad kan daar eigenlijk meer op inzetten om meer info te geven die van nut zijn aan de inwoners. Waar dat je naar de huisarts kan of naar een culturele vereniging in de wijk, etc. C'est vrai que c'est un débat complexe dans ses implications économiques, dans plein de trucs. Je reste persuadé que, effectivement, s'il y a de la pub, il faut qu'il y ait mieux de la pub. Alors, on ne sait pas tout contrôler quand il y a des contrats privés, on ne sait pas interdire les contrats privés, pas tout le temps. On a réussi à le faire sur certaines bâches de rénovation d'immeubles, enfin, vraiment des combats qu'on a menés, mais c'est vraiment des combats politiques. 2, je crois aussi qu'il faut essayer, si on veut qu'on consomme mieux, de permettre aussi à des acteurs du changement, et notamment aux commerces locaux et aux commerces qui sont en transition, d'accéder parfois, parce qu'ils n'ont pas les moyens des grosses boîtes. Ce qu'on a beaucoup fait, nous, dans mon département des affaires économiques, c'est vraiment d'aider les producteurs locaux, les artisans, l'économie circulaire, d'avoir accès aussi à ces moyens pour essayer d'orienter, notamment avec nos campagnes anti-Black Friday, vers une consommation plus responsable. Donc je crois qu'il ne faut pas que diaboliser. L'autre enjeu, c'est l'espace public. Et ça, c'est un combat quotidien. Je suis cheval des commerces. On a des réglementations qui existent, qui sont déjà assez dures, hein, donc vous pouvez avoir qu'un chevalet de publicité extérieure, on fait attention sur les néons, les pubs, etc. Mais il faut passer plusieurs fois. Je voudrais que tous les commerces sont contrôlés au moins une fois par an. Mes équipes sont sur le terrain la moitié de leur temps de travail, la moitié en bureau, pour après faire le suivi des PV. Et malgré comme ça, on ne sait pas tous les contrôler. Donc c'est vrai que c'est un combat quotidien d'essayer de faire respecter ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les terrasses, que ce soit les chevalets, que ce soit la pub, on a parfois des commerces qui exagèrent par rapport à ça, et donc d'essayer d'arriver à un jeu où tout le monde joue aussi de manière équilibrée, parce que souvent les remarques que j'ai des commerçants, c'est oui mais lui il en a 3, donc tant que lui il en a 3, jamais 3. Je dis, si tout le monde fait ça, on va jamais y arriver, quoi. Et donc il y a vraiment un enjeu fort là-dessus, et on sait parfois se montrer très sévère. Moi j'ai fait enlever des terrasses, enlever des dispositifs publicitaires de commerçants. Malheureusement, il faut en arriver là. Moi, je me rappelle le commerçant qui me disait mettez-moi votre amende, ou qui était très désinvolte avec les personnes du service. Vous avez qu'à mettre l'amende, moi je m'en fous. Et puis le jour où on leur enlève leur terrasse et leur parasol à 25 000 €, à ce moment-là, ils vous écoutent. Mais ça c'est vrai que c'est un combat de vie aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus. S'il vous plaît ? Tous les grosses firmes, c'est pas les
Oui, mais je le redis, je suis d'accord, mais donc M. Lings vous a quand même expliqué comment on a déjà réduit l'espace publicitaire, qu'il y a une opportunité sur vélo, on a travaillé aussi sur les bâches des immeubles, des urbanismes, et de l'autre côté, on essaye par contre de faire en sorte que, parce qu'il y avait la question de l'occupation de l'espace public par la pub, qui est aujourd'hui, et ça c'est un combat quotidien, c'est ça gérer une ville aussi, c'est se combattre quotidiennement contre ça. Prima om te horen dat u er aan werkt. Ik ga de vloer openen. Je voudrais bien ouvrir. Il y a une question ici et peut-être ça suive des autres. Désolé de vous poser une question qui fâche dans la mesure où c'est une compétence de la région, mais ça concerne quand même vos partis, enfin les 3 partis présents ici. Le 4 octobre, le Parlement bruxellois devra se prononcer sur la zone de basse émission. On connaît la position de vos partis dans la commission environnement. Bruxelles, vous avez affirmé le chiffre tout à l'heure que 65% des habitants des ménages n'ont pas de voiture. Ils ont droit à un air pur. Comment est-ce que vous pouvez justifier le fait de suspendre cette mesure? On peut critiquer la manière dont cette mesure a été développée il y a 6 ans. Moi-même, je n'étais pas tout à fait chaude pour la dimension sociale de la mesure. J'aurais préféré qu'on limite les SUV ou qu'on fasse comme à Paris, où on augmente le prix de place de parking pour les SUV. Mais bon, la mesure existe. Elle est là depuis 6 ans. On la connaît. Comment est-ce que le PTB, en plus, peut soutenir cette position de retarder l'application des mesures de 2 ans, alors on connaît l'effet sur la santé, surtout dans les quartiers populaires, je ne comprends pas. Voilà. Je donne le mot au PTB et peut-être après. Ja, mag ik in het Nederlands antwoorden? PTB en DER van akkoord. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus effectief, wij zijn met Geneeskunde voor het Volk een van de grondleggers effectief in de strijd tegen fijnstof. Ik heb in 2015, denk ik, mee de oproep gedaan met de andere artsen om effectief dat er iets zou gebeuren. Maar de les zat niet in mijn hoofd, inderdaad, voor de antisociale impact dat het heeft. Dus het gaat niet over die mensen die geen auto hebben. Het gaat over de middenklasse die nu eigenlijk armer en armer wordt. Waar dat we zien dat de mensen uit Brussel vluchten omdat ze het niet meer kunnen betalen. De huisvesting, dus alles hangt een beetje samen. De huisvesting wordt duurder. De mensen verlaten en gaan een plek zoeken in Machelen, in Vilvoorde. En hebben dan de auto nodig om terug naar Brussel te komen, want hun kinderen gaan nog in het Frans naar school, etc. Dat is een realiteit dat ik elke dag zie. Aan de andere kant zien wij ook werkers die op de luchthaven, die geen auto hebben, om 12 uur 's nachts naar de luchthaven gaan, daar slapen tot 4 uur eigenlijk in de wachtruimte. En om 4 uur beginnen een shift. En dan mogen ze daarna nog de Diabolo zelf betalen. Dus die 2 maten 2 gewichten, dat kunnen wij op sociaal gebied niet accepteren. Zolang dat er niks gedaan wordt aan de prijzen en de toegang van de treinen, van het openbaar vervoer in Brussel, en dat altijd de werkende mensen zijn die moeten betalen. En effectief, het noorden van Brussel, dat zijn de armste wijken, die worden het meest getroffen. We hebben nu ook gezien met de mobiliteitsplannen dat er effectief een straat wordt leeggemaakt met auto's, maar de straat ernaast zit vol en dan zitten ze daar met klachten. Dus zolang dat er geen deftige, maar echt een verandering van mentaliteit is van oké, we gaan het alternatief extra steunen en investeren en we gaan dat toegankelijk maken voor iedereen en dat het alternatief eigenlijk aantrekkelijker is dan de auto te nemen, gaan we niet mee in die les. En enkel uit sociale overwegingen. De mensen worden armer, de loonblokkages zijn er, dus de salarissen mogen niet omhoog, dat zijn dezelfde partijen die dat beslissen. En dat is 2 maten 2 gewichten. Ik geef het woord graag aan Vous comprenez l'année? Ah ja. Ik zou zeggen, ik ben zelf heel grote believer van die les. En dat is ook trouwens door de VLD 2 legislaturen geleden mee in voegen gezet. Dat is trouwens zonder Ecolo Groen in de regering. Hè. Toen is dat opgestart. Dat is een duidelijk doel. En het is vooral het doel dat voor mij belangrijk is. De key is
dat we in 2030 stoppen met de verkoop van dieselwagens in Brussel en 2035 stoppen met de verkoop van verbrandingsmotoren in Brussel, in Brussels gewest. Dat blijft het doel en dat is nog altijd waar we naartoe moeten gaan. Vandaag constateren we inderdaad, zoals ik daarnet al zei, dat je iedereen moet meekrijgen om die transitie naar een klimaatneutrale stad waar te maken. En dat is sowieso een heel moeilijke opdracht. Maar we merkten dat er vandaag te veel mensen dreigen op het perron te blijven staan. Ik zeg het nu even zo, maar goed. Dat wil zeggen dat we daar inderdaad een kleine pauze, kleine marge invoeren. Het is geen pauze, want het blijft weliswaar, de regels blijven wel hoe dat ze nu zijn. Maar het blijft een kleine marge om mensen voor te bereiden om dan effectief naar dat doel te gaan evolueren. Dus we geven inderdaad de mensen een klein beetje ademruimte om zich voor te bereiden om die wagen of die omwenteling naar een ander middel van transport te kunnen waarmaken. Dat is waarom het nu effectief is doorgevoerd en zo geven we de handelaar, de commerçanten en inderdaad zeker ook de mensen die vandaag precair kan zijn misschien of moeite hebben om zich voor te bereiden, financieel voor te bereiden op die verandering, om daar zich voor te gaan voorbereiden. Maar het doel blijft hetzelfde en dat is ook de enige reden trouwens waarom dat ik er op dit moment nog net mee kan meegaan. Maar als het doel zou worden opgeschoven, dan spreken we over iets anders, want dat kan voor mij absoluut niet. Zijn hier réacties op? Est-ce qu'il y a des réactions tout court, très court sur ces questions-là, ou sinon on ouvre et peut-être des autres questions? Je n'ai pas tout compris en néerlandais, mais je pense que ce qu'on devrait absolument banaliser, ce sont des voitures légères, réparables, partagées, comme on partage les vélos, comme on partage les trottinettes. Ça, c'est tout à fait décidable. Et on a le site d'Audi, pourquoi ne pas utiliser ce site pour construire? Pourquoi ne pas intéresser? Alors là, je serais d'accord que le privé s'engage dans cette voie. Je vois bien qu'il y a un showroom d'Editeren qui est devenu un des plus beaux showrooms de vélo à Bruxelles. Donc, je ne suis pas contre l'initiative privée. Mais vous êtes quand même le parti des grosses voitures, des SUV, des 4x4, du retard de Alibaba. Est-ce que je peux poser une question? Voilà. Honnêtement, je ne peux pas soutenir. Je déborde, mais franchement, je suis en colère. Ouais. Donc, je suis désolé, mais j'ai déjà discuté de ça avec quelqu'un. On a eu un débat. Je dis pourquoi les gens sont obligés, pour nous et la famille, de travailler à Zaventem dans un truc qui détruit la planète, sont obligés de prendre des voitures qui détruisent la planète. Il y a quelque chose de plus radical à faire. Et en fait, un chômeur détruit moins la planète que quelqu'un qui va même placer des... Je vais vite répondre parce que honnêtement, juste une chose que je suis vraiment... Allez, un chômeur qui détruit pas la planète, c'est sûr. Mais je pense pas que c'est son choix d'être chômeur, hein. Ça c'est une. Et deux, Audi. Honnêtement, moi je suis pas contente qu'Audi va quitter. C'est pour les Bruxellois un grand employeur qui ont déjà, avant c'était 3000, maintenant c'était 1500 places de boulot d'ouvriers qui pourraient travailler pour Audi. Pour moi, c'est vraiment une catastrophe que Audi quitte. La même chose pour l'aéroport du Zaventem. On peut tous dire que c'est très problématique tous ces avions, c'est sûr, mais c'est 10 000 personnes qui habitent. Mais et Alibaba, est-ce qu'Alibaba est ici à Bruxelles? Je ne sais pas. Ce sont des grandes entreprises chinoises, oui, ça c'est une question macro-level que honnêtement pour moi, même pas, moi je ne suis pas pro-monopole, écoute, pour moi Engie c'est un grand problème parce qu'il est monopoliste et dans un monde économiquement libéral, alors monopolisme c'est pas vraiment le but en tout cas. Mais pour arriver au point de devenir une ville climat neutre, c'est vraiment, on va pas le faire avec tous des clochards et tous des pauvres et tous ceux qui gagnent pas leur vie. Non, on doit garder notre activité économique et on doit transformer cette activité économique, mais sinon on n'arrive jamais à le cible et ça c'est quand même de rester un pays riche dans un monde climat neutre. L'objectif de la lobby zone visait à protéger la santé des Bruxellois et en particulier des Bruxellois qui vivent dans les quartiers populaires denses. Moi je vis à la Porte de Flandre, le long du boulevard Barthélemy. C'est un boulevard extrêmement pollué et j'ai vu la différence avec et sans la lèse. Et j'ai vu la différence sur les maladies pulmonaires. Nous avons deux problèmes de santé majeurs dans nos quartiers populaires. Les maladies pulmonaires, cancer du poumon, allergies, asthme, et nous avons un deuxième problème, c'est l'obésité et le diabète de type 2. Ce sont les deux problèmes principaux qu'on constate dans nos hôpitaux publics, les 4 hôpitaux publics de la ville. Moi, je veux dire que c'est la responsabilité
est immense des partis qui ont voté contre la mise en œuvre de la LES aujourd'hui. Elle est phénoménale. C'est une responsabilité historique. Mais il y a aussi une responsabilité historique du secteur privé et en particulier du secteur automobile européen. Nous avons construit des SUV lourds, chers, donc impayables, full électriques à Audi. C'est la responsabilité de l'industrie automobile européenne. Quand vous écoutez la Confédération européenne des syndicats qui explique comment l'industrie automobile européenne s'est concentrée sur la construction de SUV